Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là pour notre sixième session en direct de la pire excuse versus Covid-19. Nous sommes en direct le 1er mai, il est 18 heures. Merci beaucoup à nos 4 participants qui sont là. Merci à vous qui êtes en direct. Je suis Grégory Poincelet, cofondateur de Story Children, et je suis avec notamment Pierre Charrier, ici présent, qui est également cofondateur de Story Children. Et nous sommes avec Ayodele. Bonjour. Bonjour Ayodele. Hello. Nous sommes avec Loïc Stéphane. Salut. Loïc. Salut. Eric Lablanche. Salut Eric. Salut. Et avec Norbert Giuliani. Bonjour Norbert. Bonjour. Alors, on va commencer par Ayodele. Alors, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de cette première heure et de voter également pour les questions des autres personnes qui vous intéressent. Et on posera donc en priorité les questions qui auront eu le plus de votes. Alors, Ayodele, je vais partager ta pire excuse. Ok. Alors, je disparais, moi je reviendrai à la fin pour les questions. À tout à l'heure. Salut. À tout à l'heure, Pierre. Oui. Alors, je vais partager ta pire excuse. Et je vais te demander de nous dire un petit peu comment cette période très particulière impacte ta pire excuse, de nous l'expliquer déjà, de compléter si tu souhaites te présenter un petit peu plus. Et voilà. Dans mon quartier, être écolo, c'était pour les bobos. Et ben en fait, c'est encore d'actualité. Pourquoi cette pire excuse? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, quand on parle d'écologie ou de réchauffement climatique ou de pollution des sols, moi, j'habite dans un quartier plutôt populaire et les gens ont du mal en fait à s'intéresser à ce sujet-là parce que voilà, ça a des impacts, on va dire, sur le long terme. C'est pas la pollution, c'est pas quelque chose qui impacte tout de suite. Enfin, en tout cas, on n'en meurt pas immédiatement. Donc moi, un de mes combats, c'est de dire, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'on a moins le droit, en fait, finalement, enfin, qu'on doit être plus exposé aux polluants, parce qu'il y a quand même pas mal de décès liés à la pollution et c'est de sensibiliser sur ces sujets-là. Et on voit qu'aujourd'hui, Covid-19, il y a un lien aussi avec la pollution. Et quand on a grandi pas loin du périphérique et qu'on vient d'un quartier populaire, et l'idée, c'est de dire que il faut pas qu'on ait une double peine. Voilà. Et on a le droit aussi de mieux respirer. Et du coup, c'est de sensibiliser toutes les catégories et pas que les bobos, donc pas que les personnes aisées, mais l'ensemble des gens à ce sujet. D'accord. Excuse-moi, Ayodele, je t'ai pas présenté. Oui. Tu es une athlète française spécialisée dans le sprint et tu es également, à côté de ça, consultante en transformation dans les entreprises. Exactement. Et, si je ne m'abuse, sur les listes pour les municipales à Paris. C'est ça, dans le 18e. Et donc, du coup, moi, dans mon métier, c'est beaucoup d'humains. Dans le sport de haut niveau, c'est aussi, c'est de l'humain pour atteindre la performance. Et l'idée de m'engager aussi un peu plus politiquement, parce que je suis au niveau sportif, vu que je suis à la commission des athlètes au comité olympique, c'est justement de porter un peu ces sujets, que ce soit le sport, l'environnement, et puis aussi, j'espère, susciter aussi des vocations chez des plus jeunes, pour démystifier un peu la politique et que ça les motive aussi à s'engager. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je vais demander à Loïc. Ouais. Loïc. Alors, ta pire excuse. Donc, Loïc, rapidement, tu fais beaucoup de choses. Tu es enseignant, tu es auteur et tu es fondateur également du groupe Facebook La Collapso Heureuse. Oui. Alors, tu peux expliquer peut-être un petit peu ce que c'est, comment la collapso peut être heureuse? En fait, l'idée de la collapso heureuse, alors, on commande d'abord ou j'explique après ce que je fais? À ta guise. Allez, je vais commencer par mon métier. Alors, moi, je fais partie des gens qui ont foutu tout le monde dans la merde. Je suis économiste.
Et donc, en fait, c'est à cause de nous qu'on est dans cette panade pas possible parce qu'on nous a pris au sérieux et on a cru qu'on pouvait croître de manière indéfinie dans un monde fini. Et j'ai compris trop tard. Alors, heureusement, j'avais fait un peu de science au départ et je me suis aperçu que nos modèles étaient un peu farfelus et j'ai vite corrigé le tir. Et donc, j'essaie d'alerter depuis quelques années maintenant sur ces questions-là. Alors, pour la collapso heureuse, pourquoi la collapso est heureuse? Ben, tout simplement parce que pour nous, ce qui est important, c'est le lien, c'est la résilience, c'est l'humain, c'est la capacité d'une communauté à être heureuse. Et on a réfléchi à ces questions-là et il nous semblait que le collapse ou la résilience nécessaire face à des risques systémiques, c'était pas forcément quelque chose de dramatique et d'anxiogène, ou en tout cas, il fallait pas le présenter uniquement sous cet angle-là. Voilà. Alors, merci beaucoup, Louis. Et puis après, alors, est-ce que mon excuse est toujours aussi valable? Ben ouais, parce que quand même, le Covid fait partie des choses qu'on avait dit. C'est-à-dire que le principe du capitalisme, c'est d'optimiser la performance, de supprimer les doublons, et on s'aperçoit aujourd'hui que les chaînes mondialisées, ben, ça fout une merde pas possible. Et qu'il va falloir corriger ça. Voilà. Bon. On en discutera. Ok, très bien. On va avoir le temps de tout développer après. Merci beaucoup. Eric, tu es, alors toi tu fais beaucoup de choses aussi, hein. Tu es journaliste, tu es auteur, scénariste, tu es humoriste notamment avec Laure Noila et le personnage de Bridget Kyoto, et tu fais également des conférences. Tout ça plutôt spécialisé sur l'environnement. Alors, ta pire excuse, la voici. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est qu'en fait, moi, les pires excuses, j'en avais pas qu'une, j'en avais plein, donc ça a été difficile d'en trouver une. Celle-là me paraissait importante parce que il n'y a pas que dans mon quartier que c'est un petit peu trop bobo de parler d'environnement. Ça peut être aussi dans ma propre famille, ça peut être aussi vis-à-vis de ma compagne. On n'est pas toujours tout à fait raccord avec elle pour l'environnement, enfin pas l'environnement, le collapse ou l'effondrement n'est pas un sujet sur lequel il est facile d'échanger. Voilà, donc ça fait vraiment référence à quelque chose que je rencontre. Et c'était une façon, pourquoi j'ai parlé de cette excuse-là en particulier, parce que les freins, souvent, ils sont très proches de nous. Moi, l'effondrement, je peux pas en parler à mes parents. J'ai parfois du mal à en parler à mes voisins, à mes amis. Voilà, et il faut faire l'effort à un moment de prendre son courage et de s'imposer, de pouvoir dire voilà, moi c'est ça mon sujet, et tant pis si ça vous fait chier, tant pis si vous trouvez ça anxiogène, et tant pis si vous me traitez de tous les noms. J'ai envie de mettre ça sur la table. Voilà. D'accord. Et est-ce que cette période particulièrement délicate en termes de proximité, où tu es tout le temps avec ta femme, hein, en confinement, est-ce que ça t'a poussé à oser davantage en parler ou... Ah, ça m'a donné des billes, on va dire, ouais. Ça, comment dire, ça permet de rendre un peu visible les choses que je crains depuis longtemps. Ouais. D'accord. Très bien, merci beaucoup Eric. Norbert Giuliani, donc tu es directeur de Rencontre 93, qui est un établissement à Saint-Denis de multi-accueil de protection de l'enfance. Et alors, je vais mettre ta pire excuse qui a un petit peu un lien avec celle d'Eric. Hop, la voici. Ouais, il fallait qu'on en parle. En fait, c'est vrai que quand tu m'as sollicité, on est copains, Greg, et quand je l'ai répondu et que j'ai cherché ma pire excuse, je l'ai pas cherché tout seul, on l'a cherché à deux, puisque l'orientation de nos choix de vie, un petit peu, de nos modes de comportement ici en famille, en fait, on ne le fait pas tout seul. Et j'ai répondu d'un côté très personnel et plutôt du côté de la sphère privée. Voilà, donc il fallait qu'on en parle parce qu'en fait, on en parlait beaucoup et on se rendait compte qu'on ne prenait pas de grandes décisions. Voilà. Et il fallait beaucoup qu'on en parle et puis aussi parce que quand on doit se confronter à un avenir peut-être pas radieux, on a besoin aussi, il y a une fonction cathartique comme ça à la parole, on a besoin aussi d'exprimer certaines choses et d'en parler beaucoup, je pense. Voilà. Donc ça, c'était avant.
Ça a bien changé là parce que aujourd'hui, en fait, il s'agit plus d'en parler parce qu'il s'agit de passer aux actes. Et puis ça, déjà, c'est une chose. Puis la deuxième, surtout, je crois que j'ai plus de pire excuse et j'ai plus d'excuses. Et je crois qu'on n'a plus d'excuses en fait. Et je crois que si on en avait, elle renverrait encore à quelque chose. On en avait parlé à l'époque quand tu m'as sollicité. C'est-à-dire que l'excuse, elle renvoie à quelque chose d'une culpabilité et à quelque chose de très individualiste. Et aujourd'hui, justement, l'individualisme, là, on peut aussi le remettre en question, en tout cas, quelque chose de cet individualisme pour aller sur un versant plus communautaire. Et finalement, ma pire excuse, le Norbert, son excuse, ce serait quoi? On s'en fiche un peu. Voilà, je m'en fiche un peu pour moi, parce que je pense que c'est plutôt collectif que ça doit se jouer, cette affaire-là. Ok. Merci beaucoup à vous tous. Alors, on va passer maintenant à la question un petit peu plus générale. Qu'est-ce que vous pensez là qu'on est en train de vivre en fait, ce moment, cet événement lié à ce virus et toutes les conséquences politiques, économiques? Est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène, un moment de panique un petit peu et qu'on va avoir un retour quasi à la normale, voire encore plus de manière accélérée dans le monde dans lequel on était, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire que ça peut être un moment de transformation profond de nos modes de vie, de nos sociétés, de notre culture? Voilà, donc première question que j'aimerais vous poser à tous, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement par rapport à nos réactions, par rapport au combat qu'on mène tous, et comment l'humain, là, qui est le sujet principal de notre conversation aujourd'hui, quelles conséquences et comment on peut réagir par rapport à ça, sur le champ humain, social, de la solidarité. Je ne sais pas qui veut commencer, allez-y, n'hésitez pas à vous interrompre. Je vais commencer. De toute façon, on va compléter, je pense, les uns après les autres. Moi, je suis un peu partagée parce que je me dis que c'est quand même quelque chose de grave que l'on vit actuellement. Mais j'ai pas forcément l'impression que tout le monde prenne un peu la mesure en fait de ce que révèle cette crise. Je pense que un des trucs pas mal, c'est qu'au niveau de la solidarité, on voit que qu'on essaye de s'entraider, qu'on essaye de faire bouger certaines choses. Après, j'ai un peu peur qu'on n'ait pas des relais, enfin que politiquement il n'y ait pas cette dynamique-là aujourd'hui. Et puis moi, par rapport à ma pire excuse, pour l'expliquer, c'est parce que en fait j'avais découvert un sujet sur la pollution des sols. Donc qui m'a fortement impacté parce qu'en fait la pollution des sols c'est un sujet qu'on connaît peu et qui en fait qui existe sur toute la France et j'ai pas l'impression que tout le monde se rend compte finalement de voilà l'impact que ça peut avoir sur nos vies et surtout je parle dans les quartiers. Moi quand je vais dans mon quartier, j'ai pas l'impression que les gens se disent ah oui c'est un enseignement pour moins utiliser la voiture, pour peut-être être un peu plus sensible à ce qu'on mange. Donc, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui un besoin de continuer à en parler et peut-être faire pas mal de pédagogie dessus. Je pense pas que tout de suite après la crise, on va passer à un monde totalement différent de celui qu'on avait avant. C'est mon avis. Partage assez cet avis. Ouais. Ou Norbert? Oui, moi je pense qu'il y a. En fait, c'était intéressant parce qu'on avait un vocable assez guerrier pendant plusieurs épisodes. On disait qu'on était en guerre. Ok, on n'est pas en guerre, on le sait, on est en crise. Si on était en guerre, on serait on serait notre propre ennemi en fait. Et on est en crise et on était en crise bien avant. Moi, dans mon secteur, dans la protection de l'enfance et globalement dans le champ du social, on était en crise bien avant. Et finalement, ce que donne à voir là la capacité d'adaptation des professionnels à la crise, parce que la protection de l'enfance, elle s'est pas arrêtée, elle s'est pas confinée. Moi, j'ai pas du tout vécu le confinement depuis 6-8 semaines. Là, j'ai pas du tout été confiné. Et de fait, parce qu'on a des jeunes qui vivent sur des structures, on a des familles qu'on continue de suivre, etc. Les travailleurs sociaux, ils font partie des missions prioritaires, donc ils continuent leur activité professionnelle.
Et on était en crise donc bien avant, et du coup, il y a la capacité de résilience qu'ont montré les professionnels dans ce contexte de crise sanitaire. Finalement, il était comme attendu. Ouais, c'était assez facile. Alors oui, il y avait les angoisses, il y avait tout ça, c'était compliqué à gérer, mais il y a eu quelque chose, voilà. Et c'est même, on peut faire même parallèle avec le soin. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, ou demain, on va se rendre compte à un moment donné de toutes ces fonctions qui sont fondamentales, de tout ce qui est essentiel, et de se dire que finalement, ce qui est essentiel n'a pas un prix. Voilà. Alors, ça n'a pas un prix. On va arrêter de se dire qu'à un moment donné, la santé, ça a un prix. On va arrêter de se dire peut-être que la question du lien social, bah, ça aussi, ça a un prix. Et non, parce que c'est essentiel. Donc, et voilà. Donc, je pense que on se rend compte là, moi, ce que j'observe avec des solidarités extraordinaires, des choses vraiment, il y a un accélérateur aussi de ce côté-là par rapport à un tissu associatif qui est déjà très dense sur le territoire de Saint-Denis, Saint-Ouen, pleine commune. Là, on a des mises en lien qui sont fabuleuses et vraiment, il y a de la distribution alimentaire. Enfin, je vais pas tout énumérer, il y a énormément de choses qui se font avec des gens qui n'étaient pas protégés. Hein. Il n'y avait pas de masque il y a 6 semaines. Hein. Les professionnels, ils sont venus bosser et ils se sont exposés et les bénévoles également. Et en fait, on s'est bien rendu compte on n'est pas seul et que tout seul, on n'est pas grand-chose. Et il y a quelque chose qui vient, voilà, vraiment s'inscrire de ce côté-là. Et je pense que pour les autres personnes qui, elles, ont été confinées et sont confrontées à un isolement majeur quand même aussi, et ben elles se rendent compte aussi de ça, que finalement, ce qui est primordial, c'est cette question du lien, c'est le fait que seul, ben, on n'existe pas et qu'on a besoin des autres et qu'on est interdépendant. Donc après comment ça va se traduire dans des actes politiques, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, des actes politiques, on a pu voir quand même qu'on pouvait en prendre, c'était possible. On pouvait se dire avant, c'était pas possible, on va pas pouvoir arrêter les avions, on va pas pouvoir, voilà. On avait quand même des données qui hérissaient les poils, quoi. Mais non, on pouvait avoir peur, voilà. Mais non, on prenait aucune décision, comme si en fait, ce n'était pas possible de changer un peu de système et de modèle. Là, on voit que face à un virus, on arrive à prendre des décisions quand même. On arrive à arrêter une économie, on arrive à faire des choses de ce type-là. Donc, il y a quand même pas mal d'espoir, moi, je trouve aussi, de ce côté-là. Mmh. D'accord. Eric, Loïc, oui, moi, je peux rebondir sur ce qu'a dit Norbert. Effectivement, on se rend compte que les choses n'ont pas de prix, mais qu'elles ont un coût, et que peut-être le prix qu'elles n'ont pas est plus important que le coût, puisque le capitalisme fonctionne essentiellement avec des coûts et des profits. Donc là, c'est intéressant à un moment de se dire, bah oui, mais la santé, le bien-être, la vie des gens, c'est pas uniquement une histoire de coût. Ces histoires de masques, oui, c'est un coût, sauf qu'aujourd'hui, et ben voilà, on en a besoin, et que ça va en fait à la fin nous coûter beaucoup plus. Enfin bon, bref. Donc là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Moi, contrairement à Norbert, je suis pas dans le jus. Moi, je suis confiné. J'essaye de voir un petit peu ce que ça peut changer, ce que ça a changé. Ce qui est indéniable, c'est que ça va changer quelque chose. Alors peut-être que ce changement contribuera à nous ramener à la même chose, hein, mais en tout cas, un événement comme ça, mondial, majeur, ça n'est jamais arrivé. C'est quelque chose de... Alors moi, j'ai pas grand-chose à en penser parce que moi, je suis un peu dans la situation du lapin dans les phares. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis un peu comme ça. Je regarde ce qui est en train de se passer. J'ai des gens qui me demandent, mais alors, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver après? J'ai envie de leur dire, moi, j'en pense qu'il faut un peu fermer nos gueules. Enfin, en tout cas, pas essayer d'analyser la situation, plutôt la vivre. Parce que franchement, vous dire ce qui va se passer demain, j'en sais rien. La seule chose, peut-être que je sais, j'imagine que vous connaissez l'image qui est utilisée par les écologistes par rapport à la grenouille qu'on met dans une casserole. Si on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on fait chauffer le gaz sous la casserole, la grenouille finit par s'habituer au changement de température et elle finit par mourir ébouillantée. En revanche, si vous prenez une grenouille, je ne sais pas quel est le type qui a eu l'idée de faire ça avec une grenouille, mais peu importe, si vous prenez une grenouille et que vous la jetez dans une casserole d'eau chaude, elle sort immédiatement. Et cette métaphore de la grenouille dans la casserole, c'est une métaphore pour expliquer que nous, petit à petit, on s'habitue à ce changement, à cette catastrophe qui s'approche. Et comme on est habitué, on ne juge pas utile d'un seul coup de bondir en dehors de la casserole. Il se trouve que ce qui est en train de nous arriver avec la crise du Covid, là, c'est une occasion inespérée
de sortir de la casserole. Parce qu'effectivement, quelqu'un vient rajouter de l'eau chaude et on a cette possibilité, nous, en tant que grenouille, d'un seul coup, de sortir du truc et de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ce changement. Mais je ne sais pas si on sortira de la casserole, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que le choc est assez violent ? Je le pense. Je sais pas. Je sais pas ce qui va en sortir. D'accord. Il est Loïc, marquant. Oui, il est violent. Bien sûr, oui. Mais il est violent et en même temps, il y a aussi pas mal. Enfin, moi, je lis du coup beaucoup de choses et il y a aussi pas mal de gens qui disent, mais en fait, c'est pas si violent que ça. On peut donc arrêter de bosser, on peut donc arrêter l'économie et tout va bien. Les oiseaux, ça n'arrête pas de chanter. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Donc il y a un mélange de, je sais pas. Moi, le fait de reconnaître qu'on est un lapin dans les phares complètement ébloui, pour moi, c'est déjà une posture de sagesse un peu. Je sais que je ne sais rien. Loïc, tu sais rien non plus ? Alors, ouais. Moi, comme d'habitude, je prends ça tranquille, hein, n'est-ce pas, Grégory ? Alors, ouais. Non, c'est une blague entre nous. Donc, on a un souci quand même. Et moi, je trouve ça passionnant cette époque. Là, il va falloir tout changer. Mais quand je dis tout changer, c'est tout changer. On a eu que 15 jours de confinement sur le premier trimestre. Et on a déjà une chute drastique du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse créée, liée aux chaînes de production qui sont liées avec la Chine. Ça va être encore plus saignant au deuxième trimestre. Et on a un petit souci, c'est que aujourd'hui, toute notre solidarité et le financement de notre solidarité est basé sur des impôts qui reposent sur la consommation. Et si la consommation baisse, il y a moins de TVA qui rentre pour l'État, il y a moins de cotisations qui rentrent pour l'État, et donc on a moins de moyens de la solidarité. Et un des paradoxes et une des grandes perversités du système économique actuel, c'est qu'il est basé sur la solidarité est basée sur la croissance et la solidarité est basée sur le financement lié à la création de richesses. Et il va falloir tout réinventer. C'est-à-dire que si on considère, et on l'a vu avec cette crise, que la solidarité est première, si on considère que le lien social, s'occuper des gamins qui sont dans des foyers, s'occuper des quartiers, continuer à maintenir la solidarité, financer la sécurité sociale, financer les hôpitaux. Certes, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix parce que ça sauve des vies et que nous sommes tous interdépendants et que nous avons besoin de ça. Ça veut dire que derrière, il faut que nous, économistes, on réfléchisse à toute la mécanique sur laquelle on finance cette solidarité. Et comment on crée de la solidarité sans croissance économique. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est une des grosses perversions du système actuel, c'est que pour avoir les moyens de la solidarité, il faut créer de la croissance et donc il faut polluer. Alors, est-ce qu'on reviendra à la normale ? Non. Aujourd'hui, quand on regarde le marché du pétrole, il y avait 100 millions de barils jour. Les réserves, il y avait 45 jours de réserves et de stocks pétroliers. Apparemment, il y a des puits qui ferment un peu partout. Ça veut dire qu'à l'issue de cette crise, on va se retrouver avec 80 millions de barils jour. Or, on sait aujourd'hui que c'est l'énergie, globalement, qui crée la richesse. Il y a un lien très très fort qui a été montré par Jean Covici, par Gaël Giraud, par d'autres. Et donc, la question, c'est comment on va apprendre à vivre avec moins de richesse et moins de solidarité. Et c'est pour ça que je suis content d'être ce soir ici. C'est qu'il va falloir arrêter de penser gros chiffres et sous et création de richesse. Il va falloir penser création de liens. Alors, est-ce que c'est pas le moment, pardon Loïc, justement, moi en ce moment, je suis super énervé, j'entends parler que de PIB toute la journée. Ça fait des années qu'on sait que le PIB est un indicateur parmi d'autres. Est-ce que c'est pas le moment pour commencer déjà à changer d'indicateur ? Ou tout au moins à mettre le PIB au milieu d'autres indicateurs ? Parce que là, d'une certaine façon, en parlant de PIB, on est en train de repartir dans ce truc PIB, production, PIB. Ouais, alors justement, je pose le problème. C'est-à-dire que pour moi, il faut sortir de cet indicateur et il faut essayer de mesurer différemment la richesse et mesurer différemment les échanges pour avoir les moyens de la solidarité. Et c'est une vraie question qui est posée aux économistes. Alors, il y a des tentatives, mais il n'y a rien de véritablement abouti, mais c'est une vraie question. Mais ça veut dire aussi que par rapport à l'impact carbone et par rapport à l'utilité sociale,
il va falloir réinventer complètement nos systèmes. Et est-ce qu'on a besoin des économistes? Il y a quelque chose autour du coût aussi, des choses qui pourraient être évaluées. Si on voit, on se dit à un moment donné, ça a un coût, l'utilité sociale a un coût, mais en fait, il va être tout relatif par rapport au coût que finalement représente un gros 4x4. Voilà. Et du coup, finalement, ça va coûter très 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 cher un gros 4x4. Et tout ce qui est polluant va coûter très 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 cher par rapport à ce que peut coûter à un moment donné quelque chose qui a une utilité sociale qu'il faudrait d'ailleurs revaloriser. On en a bien besoin, parce que pour l'instant, on n'est pas valorisé. Ce qui est valorisé, c'est finalement ce qui génère de la richesse ou ce qui pollue. Mais justement, c'est ça que pose cette crise, et c'est ça que je trouve passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être caricatural. Moi, je suis comme un con à la maison et je vois que je suis pas très utile. Et toi, tu as un boulot où tu es en lien avec des jeunes et tu es au taf, et tu es au charbon. Et ma sœur qui est infirmière, qui est spécialiste des urgences et des régulations de flux, elle est au taf. Et tous les gens dans les quartiers qui s'occupent d'emplois parfois subalternes, etc., sont au taf. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que l'utilité sociale est pas la hiérarchie sociale. Il va y avoir tout un travail à la fois sociologique et anthropologique de revalorisation d'un certain nombre d'activités. Et c'est ça qui me passionne. Et en plus, dans le cadre du Covid là, c'est-à-dire que les personnes qui sont en utilité sociale, etc., sont les personnes les plus exposées. Oui, bien sûr. En la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus touché, etc. Mais parce que les aides-soignants, ils vivent en Seine-Saint-Denis, parce que les livreurs, ils vivent en Seine-Saint-Denis, parce que voilà, les travailleurs sociaux, ils vivent en Seine-Saint-Denis. Ouais. Donc c'est ça en plus qui est ça vient vraiment mettre le focus en fait sur ce. Et moi, je trouve ça passionnant et ça nous demande beaucoup d'humilité, nous, en tant qu'enseignants, économistes, etc. En gros, on a raconté de la merde pendant un moment. On le savait, Poliani l'avait dit dans la grande transformation, que l'économie est forcément encadrée dans le social et que le social doit être premier vis-à-vis de l'économie, sinon le système explose. Donc, on le sait depuis un moment. Marx l'avait dit, on a un certain nombre d'auteurs qui avaient travaillé là-dessus. On les a juste oubliés, quoi. Et c'est le moment de les repromouvoir. Mais parce que et en étant un peu provocateur, Loïc, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de demander leur avis aux économistes? Ouais. Alors, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que tu n'accuses pas un couteau de tuer. Le couteau, il tue si tu l'utilises mal. C'est quand même grâce à l'économie. L'économie, c'est une mesure de flux. C'est grâce à ma connaissance des flux, etc., que je suis capable de te dire que on va avoir moins d'énergie, etc. Mais en fait, c'est pas l'économie qu'il faut supprimer, c'est l'hégémonie de l'économie. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours considéré que mon rôle, c'était d'expliquer le mieux possible ou le moins mal possible, comme tu veux, les choses, et ensuite, je dois m'effacer derrière la démocratie. C'est la démocratie qui doit dire quels sont les choix prioritaires, pourquoi on favorise les emplois sociaux parce qu'ils sont fondamentaux, pourquoi on valorise l'école, pourquoi on valorise les hôpitaux. Et nous, économistes, le problème, c'est qu'on a trop promu un TINA, there is no alternative, et le problème, c'est qu'on a foutu dans la merde tout débat démocratique. Le problème, c'est pas l'économie, le problème, c'est l'absence de politique, c'est l'absence de réflexion sur quelle société on veut vivre. Et nous, notre boulot, c'est d'être en arrière-plan et de calculer comment on peut le financer, d'où peut venir l'argent, comment ça peut tourner. C'est ça mon taf. C'est pas me substituer à la démocratie. Et souvent, quand on me dit en cours, il faudrait faire quoi, Monsieur Stéphane, je réponds à mes étudiants, j'en sais rien. Ça relève du politique. C'est un choix. Mais donc, il n'y a pas sur la table des propositions économiques ou politiques qui sont posées pour décorréler justement toute cette solidarité dont on a besoin de la création de richesse telle qu'elle est structurée aujourd'hui, c'est-à-dire en gros plus de consommation d'énergie, plus de destruction du vivant. Il y a des pistes déjà qui sont un petit peu. Ouais, il y a une thèse de François Briens qui est une modélisation de la décroissance. Il y a le bouquin de Tim Jackson, Prospérité sans croissance. Il y a tout un tas d'économistes. Tu as reçu Aurélie Piette, c'est ça? Ouais. Tu as un gros travail, tu as Julien Milanesi, tu as plein de gens qui travaillent. Et c'est ces gens-là, tu as Gaël Giraud, et c'est ces gens-là qu'il va falloir écouter, et il va falloir arrêter d'écouter les gens qui vous promeuvent. Oui, mais le problème, c'est que ces gens-là, finalement, là, quand on entend un peu les nouvelles et les informations, tout ce qu'on entend, c'est que
compte tenu de la crise, du confinement, qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'on va couper les budgets a priori encore, je pense, dans le social. Moi, je pense notamment au sport, où on a des associations qui sont en train de se poser la question de comment ils vont faire et comment est-ce qu'ils vont survivre à la crise. Donc, moi, ma question un peu sur ces sujets-là, c'est comment, en fait, comment générer ce changement et aussi cette prise de conscience, c'est-à-dire comment, parce que moi j'ai un peu l'impression, alors vous allez me dire, je suis pas du tout blasée, hein, je vous rassure, mais j'ai un peu l'impression que les gens finalement qui sont conscients un peu de tout ça, il y en a quelques-uns, mais pas forcément beaucoup, et que les gens se rendent pas compte aussi que ils peuvent s'exprimer sur le sujet. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi de l'adhésion sur ces sujets-là, qu'on soit des quartiers ou pas des quartiers, qu'on soit bobo, pas bobo. J'ai pas l'impression qu'il y ait cette unité déjà dans cette discussion déjà du monde d'après, du monde qu'on voudrait en fait, et que du coup ça profite un peu à cette hégémonie de l'économie qu'on a actuellement. Ouais, c'est là que peut-être il y a une opportunité parce que je crois quand même que beaucoup, y compris dans les quartiers populaires, là, se ressentent sur leurs besoins fondamentaux. Les gens, ils se retrouvent face à ces besoins fondamentaux, et pas seulement dans les quartiers populaires. Et ça quand même, quand tu parles, Loïc, de comment un économiste il pourra accompagner ce qui serait d'une pensée politique pour la structurer en termes de fonctionnement de système, mais là, du coup, c'est au préalable, c'est ça, c'est quels sont à définir aussi démocratiquement quels seraient les besoins fondamentaux, où est-ce qu'ils se situent, et aussi de les mettre en avant dans un débat démocratique. Là aujourd'hui, c'est vrai que le débat démocratique, il est un peu spolié, t'as une masse, mais tu disais, tu regardes les journaux, etc. Moi, je regarde plus la télé depuis un moment, parce que le média, il relaie énormément de ce discours-là, qui a des discours qui privent complètement la pensée démocratique, l'élaboration là-dessus, sur nos besoins fondamentaux, en fait, on traite énormément soit d'émotions et de sensationnels, soit de besoins qui sont des besoins qui n'ont rien à voir avec des besoins de nécessité, en fait. Donc, il y a aussi, et du coup, c'est l'éducation, ça. Ouais. C'est beaucoup du côté de l'éducation. Ça s'accompagne, voilà. Mais, et ça fonctionne, ça touche. Après, face à ça, c'est vrai que face à une puissance médiatique quand même qui est une vraie puissance, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, là, avec les preuves, peut-être qu'on a des leviers intéressants aussi. En fait, alors même vous le savez peut-être pas, mais ça se voit pas aujourd'hui vu le cadre qui est derrière moi. Mais j'ai grandi dans un des 5 quartiers les plus pauvres de France, qui est Albi, et moi je viens entre guillemets des quartiers. Et donc j'ai toujours œuvré et j'ai toujours fait en sorte de démonter le discours dominant pour que les gens dans les quartiers aient la parole. Moi j'ai accompagné beaucoup d'associations, notamment des mamans qui voulaient monter des cuisines partagées. Je leur ai chiffré des cuisines partagées pour aller négocier avec les pouvoirs publics, pour aller se battre. Je leur ai chiffré plein de choses pour qu'elles montrent que leur activité créée du lien était très utile et finalement coûtait pas cher aux collectivités et rapportait énormément de solidarité, de lien, etc. Et je crois que moi, la façon dont je conçois mon rôle, c'est d'être au service, de mettre des chiffres pour être au service d'un projet collectif et politique. Mais il faut ne plus se laisser intimider par ce discours dominant il n'y a pas d'autre choix. Ce qui est premier dans une société, ce qui crée le lien, ce qui crée l'adhésion, c'est le fait d'être faire communauté et d'être ensemble. Mais je trouve que du coup, c'est... Pardon, excuse-moi. Et de protéger l'environnement, etc. Quand tu parlais de la pollution, j'étais très sensible à ce que tu disais, Ayodele, parce que on sait aujourd'hui que la santé, c'est 5-10% de génétique, c'est 15-20% d'accès aux soins, et tout le reste, c'est des facteurs environnementaux. C'est-à-dire de la pollution, du bruit, des conditions d'accès à la nourriture plus ou moins importantes. Et qui c'est qui est le plus impacté sur ces conditions-là
de pollution, de bruit, de sol pollué, etc., c'est les gens des quartiers. C'est-à-dire qu'ils sont dans de la double peine. Et il faut se battre contre ça. Et montrer que finalement, si on veut que ça coûte moins cher la santé, là, les 15% d'hôpitaux, etc., il faut miser sur tout le reste, c'est-à-dire les facteurs environnementaux. Moi, c'est comme ça que je conçois mon boulot. C'est-à-dire, j'essaie de donner des quantités pour que la discussion puisse être à armes égales. Et qu'il n'y ait pas d'un côté les puissants qui manipulent symboliquement les chiffres, et de l'autre les ouvriers ou les gens qui travaillent dans le social, qui se fassent, entre guillemets, avoir par un discours dominant. Après, ça implique ce que tu dis aussi une vision moins court-termiste et moins peut-être électoraliste. Ça oblige à faire de la perspective. On est sur des échelles de temps qui sont différentes parce qu'on parle de prévention, parce qu'on parle de choses, voilà, d'économie de la santé, voilà. Enfin, il y a, à ma connaissance, enfin, j'en ai pas vu vraiment de données chiffrées sur notamment la protection de l'enfance. Où on dit oui, si on mettait un peu plus de moyens du côté de la protection de l'enfance, et ben oui, effectivement, il y aurait moins de SDF parce qu'on sait que il y a une grande part des SDF qui ont eu un parcours en protection de l'enfance. Puis après, si on va voir dans les prisons aussi, et la prison, ça coûte cher, hein. Et l'hôpital psychiatrique, ça coûte très cher. L'hôpital psychiatrique, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent parce qu'ils ont eu un parcours traumatique, parce que aussi il n'y a pas eu suffisamment de prévention, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de soutien au niveau des familles elles-mêmes au départ, et prévention précoce. Et aussi du côté du care, quoi, des choses de soins de base. Et donc ça, on pourrait avoir je pense qu'il y a des vraies données, mais on parlerait sur un investissement pour dans 20 ans, quoi. Bon, peut-être peut-être 10-15 ans. Et aujourd'hui, on voit bien que ce discours-là, ben, en fait, il n'est pas capté par le politique, qui est dans une vision plus électoraliste, qui voit à 2 ans, à 5 ans au grand max, mais sinon plutôt à 2-3 ans. C'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas, ça va peut-être un a priori. Pour te répondre, Norbert, on a des chiffres, c'est-à-dire qu'on a calculé, si tu veux, quand tu parles le Danemark, la Suède ou d'autres pays qui investissent beaucoup plus dans la prévention, notamment en prison ou pour éviter la récidive, en fait, tu t'aperçois que si tu payes plus cher au départ, tu réduis drastiquement le taux de récidive et du coup, à l'arrivée, ça te coûte moins cher. Mais moi, derrière la notion de coût, si tu veux, il y a aussi une notion de dignité et d'humanité. J'avais fait un article et c'est peut-être un de celui auquel je tiens le plus, qui est celui sur une amie d'enfance qui s'appelle « Il y a une vie derrière les statistiques ». C'est-à-dire que c'est pas parce que je manipule des chiffres que j'oublie que derrière, il y a des êtres humains. Il y a d'abord des êtres sensibles et qui doivent avoir une dignité par le travail, par l'insertion, par l'appartenance à une communauté. Et je crois que tout ça, si tu veux, moi, quand je chiffre ou quand je fais mon boulot d'économiste et que je chiffre, c'est uniquement pour pour donner de la dignité et pour donner de l'importance. Après, moi, je trouve, pardon, je suis désolée. Dernier point, et après je te laisse tarder, Ayodele. Par contre, il faut apprendre à distinguer l'accessoire de l'utile. Toute la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut financer prioritairement parce que c'est fondamental et qu'est-ce qu'il va falloir abandonner parce qu'on n'aura pas les moyens. Et pour moi, on n'abandonne pas les gens. Voilà. Non, je voulais juste dire que je trouve ça top, en fait, comme approche, parce que justement, quand on parle du sport ou du social, etc., on nous oppose souvent des chiffres en nous disant que ça a un coût et que ce coût est trop important et que par rapport à ce que ça rapporte, du coup, c'est pas... Enfin, que la balance, elle penche plutôt sur le fait de réduire les coûts. Donc, moi, je suis hyper intéressée justement pour... je voudrais bien avoir du coup ton sentiment, mais quand on parle de pollution, qu'on parle aussi de sport, de lien social, sur comment aussi le mieux l'amener pour mieux le défendre. Et j'ai aussi cette question, mais là, je pense que c'est beaucoup de la pédagogie. Et je pense qu'il n'y a pas que les politiques qui ont une vision court-termiste, je pense qu'aussi il y a les gens, parce que très souvent, quand on va sensibiliser les gens sur la pollution, moi je parle notamment de la pollution des sols, quand on leur dit mais attention, l'impact il sera peut-être pas immédiat, il sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera peut-être vos enfants. Et les gens aussi, parfois ont cette tendance à refuser aussi de voir les choses parce que c'est pas tout de suite, c'est pas dans l'immédiat. Donc je pense qu'il y a aussi ce travail de fond à faire à la fois avec les politiques, avec, comme tu disais, des données chiffrées, statistiques qui appuient justement le fait que l'humain, investir, c'est jamais de trop. Et après, bien sûr, il faudra faire le distinguo entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Mais il y a aussi, chez les gens aussi, leur faire comprendre que eux, en tant qu'humains, il faut qu'ils s'accordent aussi de l'importance sur le cadre de vie, sur l'air que l'on respire, sur ce que l'on mange, sur comment est-ce qu'on interagit les uns aux autres. Et je pense que c'est des leviers sur lesquels on
on peut, enfin, ça demande du temps, hein, mais pour moi, c'est deux leviers sur lesquels il faut insister. Ouais, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je suis sensible à ça. Si tu veux, on a parlé d'athlètes là dans la salle quand on attendait les gens, parce que je suis secrétaire d'un club d'athlètes. Moi, les gamins, on leur dit, on fait une des licences les moins chères de France. Elle est à 90 €, notre licence d'athlétisme, parce qu'on se démerde à faire que du bénévolat. Et on a des petits gamins des quartiers en leur disant, je te préviens, on va t'amener à des compétitions, on va faire le Tour de France pour toi, mais par contre, tu bosses à l'école. Et en fait, il y a tout un travail sur l'insertion à la fois sportive, éducative, sur la capacité des gens. Moi, j'avais fait un calcul qui est tout bête. Tu prends un jeune, tu lui donnes un métier, ça va te coûter 8 ou 10 000 € d'investissement parce que c'est ça que ça coûte une année de scolarité, mais il va avoir une dignité toute une vie. Tu te le traînes au RSA parce que tu lui as pas donné de dignité, parce qu'il n'a pas sa place dans la société. Sur une vie, il va te coûter 1 million. Voilà. Donc, un investissement de court terme sur des jeunes, c'est quelque chose de fondamentalement rentable. Et en plus, c'est humain. Ça tombe bien, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Pas les chiffres. Les chiffres, ils sont là pour justifier le fait de faire du social et de se poser les questions de comment on vit ensemble. Parce que sinon, moi, je trouve que les gens des quartiers, finalement, ils sont vachement cool, hein, parce que avec ce qu'ils prennent dans la tête, ils pourraient se révolter vachement plus. Hein. Bah oui, justement. Justement, moi j'avais une question par rapport à ça, parce que en fait, toutes ces choses-là qu'on est en train d'évoquer, c'est des choses qui sont pas nouvelles. Simplement, peut-être que la crise du Covid-19 les montre réellement. C'est-à-dire clairement, les gens des hôpitaux disent on n'a pas assez de matériel. Bon bah là voilà, c'est apparu, on le sait. Ce que je voulais savoir, peut-être pour Ayodele ou Norbert, ou peut-être toi aussi Loïc, qui est vraisemblablement plus sur le terrain que moi depuis 1 mois et demi, c'est est-ce que vous sentez une évolution des mentalités? Est-ce que vous sentez que ça bouge? Parce que si on en revient à faire de la politique, bouger les choses et machin, on sait que les médias et que les politiques ils vont pas bouger d'eux-mêmes. Est-ce que les gens qui sont concernés, qui sont victimes de ce truc-là, vous sentez que ça bouge? Ayodele, tu veux commencer ou mais je te laisse commencer. Voilà. Alors, je vais répondre en 2 temps. Déjà, moi, il y a un truc, je peux pas, enfin, il est important pour moi de rendre hommage. J'ai évoqué tout à l'heure, mais en même temps, ça questionne un peu les professionnels là, qui se sont exposés, dont je parlais, tous ces invisibles habituels. Voilà, bon, on parlait des gens du soin, les éducateurs, voilà, les maîtresses de maison, tous les gens moi qui œuvrent dans mon institution, où ça a vraiment été très réactif, très résilient, enfin très engagé. Et en fait, il y a un truc qui doit nous questionner, c'est-à-dire que ça a reposé finalement sur un engagement individuel dans quelque chose d'une communauté éducative, mais parce qu'il y a eu une ambiance, parce que c'est travaillé, parce que il y a du projet commun, il y a des valeurs communes. Mais en même temps, avec une absence de moyens, voilà, on n'avait rien, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Enfin, les choses n'étaient pas préparées. Enfin, c'était quand même, on s'est pris de plein fouet aussi cette absence de moyens-là. Et donc ça veut dire que finalement ça tient. Il y a quelque chose qui tient. Et c'est pareil, je crois, à l'hôpital, ce qui se passe à l'hôpital. Ça tient parce qu'il y a des engagements individuels. Ça ne tient pas parce qu'il y a une puissance publique, à un moment donné, qui fait tenir les choses. En Seine-Saint-Denis, il y a une faillite de l'État. C'est-à-dire, il y a eu un article là, qui était dans Le Monde, qui était super bien sur cette faillite de l'État en Seine-Saint-Denis, avec une étude de fait là-dessus. Et on le voit, c'est vraiment là, il y a une faillite des institutions. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. C'est moi, elle dort. Ça va. T'as coupé le micro, Norbert. T'as coupé le micro. C'est bon. Voilà. Il y a vraiment une faillite de l'État en Seine-Saint-Denis, je disais. Vous m'entendez encore, hein? Oui, on t'entend. Ouais. Il y a une faillite de l'État vraiment en Seine-Saint-Denis, et c'est des gens, c'est des individualités qui viennent pallier. Là, ça me dérange moi un peu, parce que justement, je pense que la République, c'est pas ça, quoi, en fait. C'est pas une somme d'individus, pour moi. Voilà. Et du coup, ta question, c'était, Eric, ta question. Non, c'est est-ce que vous sentez un changement des mentalités? Voilà. Et donc, dans votre petit bulle, je vous demande pas la vue de la début, générale. Là, ça va illustrer quelque chose. Bon, on a des financeurs qui sont soit l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, ou le département pour les missions de protection de l'enfance. Bon, eux, enfin, surtout le département, ils ont été très actifs, ils ont réagi très en lien, etc. Surtout au début, puis ils nous ont dit, bon, vous inquiétez pas, toutes vos dépenses, vous les fléchez, si vous avez des dépenses particulières,
on prendra en compte et vous les fléchez dépenses Covid. Et puis là, depuis, je dirais 3-4 semaines, eh ben, on sait bien qu'il y a une réalité économique et du système qui va rattraper, qui fait que l'année prochaine, on sait pas trop ce qu'on aura, que les départements, eh ben, eux, ils sont financés, ils se financent sur les taxations, les flux immobiliers, là, voilà. Donc, ils vont plus avoir de fric. Et puis, le RSA, ça explose. Et puis, tout ça. Et donc, en fait, ils vont être en banqueroute si à un moment donné, l'État reprend pas sa part. Voilà. Et le département, il va pas. Donc, eux-mêmes, ils sont vraiment en difficulté. Donc là, bah, du coup, depuis 3 semaines, ils nous demandent des tableaux, de remplir des tableaux. Et non seulement on sent qu'on flèche les dépenses et qu'ils viennent un peu estimer les dépenses qu'on va avoir supplémentaires. Je tiens à rassurer, finalement, on n'a pas de dépenses supplémentaires parce qu'il y a vraiment une solidarité et puis il y a des équilibres qui se font et qu'on a basculé certaines dépenses sur d'autres. Mais et donc on voit bien que là ils sont dans une difficulté où là on commence déjà, le tissu associatif commence déjà à résister. On évoquait là pour les travailleurs sociaux qu'il y a une prime comme pour les soignants. Voilà. Donc, on en a parlé, on a eu pas mal de débats. C'était intéressant ces débats. On se disait, mais attendez, la prime, c'est pour qui? Ils sont tous sous-payés. Ils font un bac plus 3, ils touchent 1300 balles par mois. Ils ont un bac plus 3, plus 4 avec 1300 balles par mois. La prime, on la donne à tout le monde. Bon, après, ça débat, etc. Mais je veux dire, là, à la sortie, on n'a toujours pas d'engagement sur cette prime, en fait. Même une prime pour des gens qui se sont exposés, etc. Pour les travailleurs sociaux, on n'en a jamais parlé nulle part. Et on n'aura pas de garantie là-dessus. Donc, est-ce qu'il va y avoir une évolution? Je crois que ça va se resserrer vraiment. C'est-à-dire que là, la crise économique, on risque, nous, de le payer encore plus cher, finalement. Donc, alors même qu'au départ, on avait un engagement politique parce qu'on s'est dit, waouh, il va falloir qu'ils tiennent le coup. Mais une fois que maintenant on tient le coup, bon, bah, il va falloir compter, quoi. Il va falloir compter. Je sais pas si j'ai répondu un peu, mais... Alors, donc, moi, je vais aller dans le même sens que Norbert, c'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal des gens se sont mobilisés individuellement parce que c'était la crise, parce qu'il fallait du coup trouver des solutions. Et moi, ce qui me fait beaucoup peur, c'est qu'au niveau politique, aujourd'hui, on se satisfait en fait de cet élan de générosité, de solidarité des uns des autres, mais que globalement, finalement, on se dit que, ça suscite pas de réaction ou en tout cas de réflexion par rapport au modèle qu'on a aujourd'hui. Donc moi j'ai envie de dire on a eu la crise, mais à moins d'avoir une deuxième vague que j'espère pas, je ne pense pas que c'est suffisamment fort pour que ça remette vraiment en question les positions des décideurs actuels. Et je pense que les gens se sont pas tant posé la question, ils se sont dit voilà, il faut faire quelque chose, il faut qu'on s'aide, il faut aider les personnes qui ont pas les moyens de se nourrir, il faut aider les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un toit. Donc les gens ils y sont allés de bon cœur, mais voilà, c'est dans l'instant, c'est pas forcément une réflexion sur le long terme en se disant qu'est-ce qui va se passer si demain on se retrouve dans la même situation. Est-ce qu'on va être aidé? Je pense que les gens il y aura cet élan de solidarité à hauteur des moyens que les gens auront en fait. Mais effectivement, là, on entend tout ce qu'on entend, c'est il va falloir payer la note. Et ce qui fait peur, c'est qu'on va forcément couper plus facilement dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est humain, dans tout ce qui est associatif. Alors que c'est toutes ces initiatives qui permettent aujourd'hui de tenir bon malgré le contexte. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en gros, je pense que les gens se rendent même pas compte en fait à quel point ils sauvent en fait le pays et que ce soit les personnels soignants, que ce soit les associations, le social, etc. Je pense qu'ils s'en rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir aujourd'hui et de ce qui pourrait en fait, tout le monde, ces gens-là sont en mesure de réclamer des choses et je pense qu'ils se rendent peut-être pas compte à quel point. Mais ils se sont habitués à quelque chose. Il y a la reconnaissance de l'utilité sociale, elle n'existait pas déjà avant, en fait. Donc, c'est quelque chose, ils se sont habitués. Là, nous, les jeunes, à 8h, ils applaudissent les soignants à la fenêtre, comme tout le monde. À 8h10, ils se retournent vers les éducateurs, ils les applaudissent. Et ça n'existait pas avant. Et parce que eux, les jeunes, les familles, se rendent compte, en fait, de cette interdépendance.
Mais je dis vraiment interdépendance parce que les professionnels, s'ils sont là, je suis persuadé qu'ils sont pas là pour rien. Ils sont là parce que ça correspond à leur éthique, ça correspond à leurs besoins aussi. Moi, j'y suis et c'est pas, je veux pas, voilà, enfin, j'y suis parce que j'ai besoin d'y être aussi, parce que c'est mes choix de vie, c'est mes orientations à moi éthiques. Bon, voilà. Donc c'est pas aux autres de porter, mais donc du coup il y a cette interdépendance. On en est responsable. J'en suis responsable autant qu'eux, quoi. Mais et ça c'est là dans ce qu'on traverse là, on s'en rend compte. Moi je suis assez inquiet parce que il y a aussi beaucoup de familles là actuellement qui n'ont pas de lien avec la protection de l'enfance, qui sont pas dans les radars, hein, qui ont aucune mesure, etc., qui n'ont pas de lien avec des travailleurs sociaux. Avant, là, d'habitude, normalement, c'est l'école qui joue ce rôle-là, de quand il y a un enfant un peu en souffrance, et qu'on voit, voilà, d'alerter, de signaler. Et là, elle joue plus ce rôle-là à l'école. Et là, on a vraiment des huis clos familiaux. On sait, on a des violences intrafamiliales qui se multiplient, là. Donc là, moi, je suis assez inquiet. Puis on remarque aussi des familles une tendance au renfermement aussi. Enfin là, on se parle de lien, de cette importance de l'humain, etc. Mais il y a des gens qui sont dans la souffrance et qui sont dans un isolement tel qu'ils étaient déjà isolés auparavant. Et là, pour les faire sortir de chez eux, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est un vrai sujet, ça. Et ça va être très difficile. Je rebondis sur ça parce que on peut penser des nouvelles émotions qui apparaissent avec ce confinement, notamment de la colère. Et je sais qu'Éric, toi, c'est un sujet que tu travailles pas mal. Et comment on transforme ces émotions-là qui viennent des situations d'avant, hein, déjà, mais une colère qui se transforme pas forcément au niveau politique. Et là, aujourd'hui, s'il y a une émergence de la colère de gens, comment on fait? Alors, toi, je sais qu'Éric, ta position, mais j'aimerais bien que tu l'expliques un peu. Au niveau de l'organisation, c'est plutôt de la transformer. C'est pas surtout pas de la rejeter. Il y a plusieurs choses. Je considère que le système, il est bloqué par le haut. Effectivement, les grands médias sont possédés par des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Il y a une chose, alors j'aime bien l'image parce qu'elle est amusante, il y a les présentateurs et les idées zombies. Les idées zombies, vous pouvez prouver par A plus B qu'elles sont fausses, qu'elles fonctionnent pas. Très souvent des idées économiques, les idées d'austérité, les idées de coûts, les idées de capitalisme néolibéral. Vous pouvez toujours les tuer, elles vont revenir. Et là, on peut être sûr qu'à la fin de la crise, si cette crise-là a une fin, on va voir revenir les mêmes présentateurs. Ils sont déjà en train de revenir et les mêmes idées qui sont déjà en train de nous dire que derrière, il va falloir l'austérité, il va falloir faire ci, faire ça. Bref, il va falloir refaire tout ce qui n'a pas marché avant. Donc, je ne pense pas que le système va bouger par en haut. La seule solution qui nous reste, c'est qu'il puisse bouger par le bas. Et moi, je travaille pas mal sur les émotions et je suis étonné, notamment chez les écologistes et les gens qui sont soucieux d'environnement, du peu de colère apparent. Peut-être qu'il y a une vraie colère qui est cachée, mais pourquoi les écologistes, à de rares exceptions près, sont-ils aussi peu en colère? C'est ça la première question que je me suis posée. Et ensuite, j'en tire une espèce de thèse qui est que, alors déjà, il ne faut pas confondre la colère et la violence. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça n'est pas la même chose. On peut aussi, comme l'abbé Pierre, exprimer une colère froide, une colère sainte, une colère qui n'est pas une colère destructrice, hein, qui est un moteur de l'action. Et je suis en train de me dire que peut-être on va arriver à un moment où les gens vont, se mettre en colère, et deux, peut-être pour certains, aller vers une colère positive, et d'autres aller vers une colère négative. Ça me paraît évident. Mais ça m'a amené à la réflexion de me dire, mais pourquoi, en fait, à part les gilets jaunes, hein, pourquoi on s'est mis aussi peu en colère? Pourquoi est-ce que la survie de notre planète, de notre environnement, qui est quand même la chose la plus fondamentale qui soit, nous met aussi peu en colère? Pourquoi les écolos sont-ils aussi cool? Moi, déjà, je pense que rien que le fait de dire les écologistes, ça silote un peu le sujet. Je me dis, moi, je suis pas écologiste, par exemple. Mais par contre, je suis soucieuse de mon environnement et je peux me battre sur des thématiques parce que je sais que j'ai envie d'un air, j'ai envie de respirer un air plus pur. J'ai envie que ma petite fille elle puisse se balader et puis ne pas être confrontée à des soucis de pollution de l'air, des sols, etc. Et je pense que aussi le truc, c'est aujourd'hui expliquer aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir une étiquette écologiste pour se soucier de notre terre, en fait. Et je pense que c'est. Mais l'étiquette, c'était un raccourci de langage, en fait. Mais en fait, j'aurais dû dire les gens qui s'intéressent, voilà, qui sont sous. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui se disent que c'est trop compliqué ou que ça concerne que certaines personnes.
Alors que l'idée, je pense que, comme disait tout à l'heure Norbert ou Loïc, c'est justement d'expliquer aux gens l'impact que ça peut avoir sur leur vie et peut-être aussi, enfin, je sais pas, moi je me dis, j'ai grandi à Paris. Honnêtement, bon, moi, je me souciais pas spécialement de la qualité de l'air. J'ai eu ce sujet sur la pollution des sols et j'ai été frappée en fait de me rendre compte que, comme les gens en fait sont pas forcément informés, ils savent pas en fait l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Et du coup, ça passe et puis rien n'est fait pour protéger les gens. Et puis on se dit, c'est pas grave parce que il y aura des impacts d'ici 20 ans et que c'est pas tout de suite. Et c'est là où moi je me suis dit non, moi c'est pas parce que j'y connais pas grand chose que ça justifie qu'on puisse me laisser m'empoisonner en fait. Et je pense que. Et est-ce que ça te met en colère? Ah bah oui, nous on est monté au créneau. Hein. On est monté au créneau. On a été accompagné d'avocats. On a interpellé aussi l'ARS. Mais par contre, moi ce qui m'a mis le plus en colère, c'est le fait que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur eux et que surtout ça ne les mette pas en colère pour leurs enfants. C'est-à-dire de se dire moi j'ai envie que mes enfants ils vivent dans un monde un peu plus sain. Et ça, c'est hyper frustrant. Donc, je pense que le vrai truc, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens se soucient aussi un peu plus de l'environnement dans lequel on vit pour pouvoir aussi pousser pour que les décideurs, en fait, puissent prendre en compte les remarques, les combats. Parce que si finalement, tu as la majorité des gens qui disent c'est pas grave, moi, je m'en fous de ce que je mange, je m'en fous de ce que je respire, et puis derrière forcément va pas y avoir de remise en question et moi j'avoue que je pense qu'il y a énormément de pédagogie, il y a beaucoup de choses à faire pour que les gens comprennent un peu l'impact de l'environnement sur eux, mais c'est un long combat parce qu'en fait on grandit en dissociant totalement notre physique de nous en fait, on vit, on est là sans être là en fait, les gens et donc on se dit que se soucier de soi, de son corps, de sa tête, c'est pas important parce qu'il faut qu'on ramène à manger, il faut qu'on puisse se payer un toit. Et pour moi, les choses vont ensemble, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a peu de moyens qu'on doit justement moins bien vivre parce qu'on est exposé à plus de choses. Et ça, c'est un sujet, je pense qu'il faudrait peut-être insister dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, parce que les enfants sont peut-être plus sensibles à ces choses-là que quand on est adulte et qu'on a grandi déjà dans un espèce de système d'habitude qui fait que quand tu leur parles de réchauffement climatique, oui, ça intéresse pas. T'as des adultes, ça les intéresse pas. Moi, quand par exemple je parle de la place de la voie, quand je parle de la campagne, parce que du coup Grégory a dit que j'étais en campagne. Bon moi je suis sur je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon bref, je suis plutôt à gauche. Parce que moi, je suis dans le 18e aussi. Dans le 18e, donc je vote pour toi ou pas. Je suis sur Paris en commun. Et quand j'explique aux jeunes, ce qui a été fait sur la mandature, etc., on me dit oui, mais attendez, Anne Hidalgo, tout ce qu'elle sait faire, c'est enlever les voitures. Donc, en fait, quand on leur parle de pollution, qu'on dit voilà les impacts que ça peut avoir sur votre santé, ça leur parle pas en fait, parce que ils se disent oui, c'est la vie en fait. Il y a une espèce de fatalisme aussi que je trouve souvent. Et je pense que c'est ce genre de choses sur lesquelles malheureusement ça demande du temps, mais il faut y mettre de l'énergie, il faut faire pas mal de pédagogie, il faut réexpliquer encore et encore, et arrêter de se dire que l'écologie c'est un truc où l'environnement, se soucier de son environnement, c'est un truc de classe. Moi je considère pas que c'est quelque chose qui c'est pas fonction de la classe en fait. Moi je considère que de ne pas être empoisonné, c'est un combat qui doit être mené par tous, quoi, à savoir bien manger, bien respirer. Il y a plein de thématiques et je pense qu'on peut les rejoindre, en fait, on peut les recouper avec tout ça et pas juste faire que des thématiques. En fait, tout est lié. Et je pense que peut-être que si on regroupait tout, ça parlerait à plus de monde. Après, c'est. Sur la colère, Norbert, toi, moi, je suis en colère. Je suis en colère. Non, je suis en colère depuis longtemps. Mais non, plutôt que la colère, moi, la réflexion que j'avais eue, j'ai été longtemps révolté, je crois.
Et je me demandais, en fait, mais je suis révolté contre quoi? Contre ce que j'ai ou contre ce que j'ai pas? Et en fait, en disant, parce que la révolte, révolter contre ce que je suis, c'est un peu ce truc de l'adolescence là qui dure quand même très longtemps maintenant, en plus dans un truc là, dans cette quête du bien-être, du bonheur, où finalement on se demande toujours, enfin on est souvent révolté aussi parce que on n'atteint pas nos équilibres émotionnels, notre qualité de vie, etc. Donc ça nous prend beaucoup par rapport à ce que tu disais, Yodel, sur peut-être la difficulté pour les jeunes, et pas que pour les jeunes, à entendre des fois quand on leur parle de choses qui sont de première nécessité, qu'ils ont comment bien manger, bien respirer, bien voilà. Mais non, parce qu'en fait, ils sont pris par d'autres choses, quoi. Et ils sont pris par quelque chose d'un mal-être, en fait, qui est là, mais j'existe, moi, et puis on me reconnaît pas, et puis voilà, de quelque chose de beaucoup plus narcissique, en fait. C'est ça, se révolter contre ce que j'ai, voilà. Et de passer à un autre stade qui est de révolter contre ce que j'ai pas, et c'est qui est quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire. C'est quelque chose où là, c'est vers un. C'est là que je suis plus en colère, mais je suis sur un projet qui va être différent. Je suis sur un idéal, je suis sur une éthique, je suis sur quelque chose à un moment donné qui a du sens pour moi et puis qui peut être partagé, voilà. Et alors, du coup, sur ta question, pourquoi les écolos? Alors moi, je me définis pas non plus comme écolo, même si je pense que je suis. Il y a beaucoup de choses que je suis du côté du mouvement écologiste qui me paraissent très intéressantes, hein, du côté politique, au niveau local et tout. Je trouve qu'il y a des initiatives qui sont de démocratie locale, etc., super intéressantes. Et j'ai bossé aussi avec des municipalités écolos, c'était très intéressant. Mais du coup, peut-être qu'ils sont pas en colère parce que peut-être qu'ils sont déjà un petit peu révolutionnaires et qu'ils sont cet équilibre déjà bien installé et qu'ils sont pas trop révoltés. Voilà. Loïc, au sein de la collapso heureuse, tu as recueilli beaucoup de gens en colère ou c'était plutôt de la dépression? C'était plutôt. Alors, on a fait 2 travaux avec l'OVECO, l'Observatoire des vécus du collapse, et Pierre-Éric Sutter. On a essayé de comprendre comment les gens, ça c'est le premier travail, passaient de la collapsophobie, ou de la peur de ce qu'on nous raconte en ce moment sur les risques d'effondrement, à une forme de sagesse et d'acceptation. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait un processus qui était important qu'on appelait la métanoïa, c'est-à-dire une forme de conversion du regard, où à un moment donné, la personne va se dire « Ah mais finalement, je savais déjà tout, je savais tout ça, mais j'y croyais pas et je croyais pas aux conséquences de ce que je savais. » Et à un moment donné, c'est croire véritablement ce que l'on sait. Et après, en ce moment-là, avec Pierre-Éric et Valérie Brunel, on est en train de travailler sur une enquête, sur essayer de voir comment les gens font face et leur stratégie de coping. Alors le coping, en anglais, c'est tout faire face, c'est comment tu réagis à un stress, en fait. Et en fait, pour réagir à un stress, tu as 3 possibilités. C'est soit tu déclenches des émotions, soit tu travailles sur l'action, parce que comme disait Saint-Exupéry, seule l'action nous délivre de la mort. Donc tu te mets en mouvement, et soit tu utilises l'information et des processus cognitifs, c'est-à-dire tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des stratégies de coping qui étaient plus efficaces que d'autres. C'est-à-dire qu'en gros, il vaut mieux éviter le déni, il vaut mieux chercher le soutien social, il vaut mieux accepter la colère, parce que la colère peut être mobilisatrice. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que finalement, accepter l'effondrement, ces questions-là nous renvoient à des angoisses de finitude et de mort. C'est-à-dire, le problème, c'est que la mort a disparu de nos sociétés, et le Covid nous parle de la mort, les problèmes écologiques nous parlent de la mort, et on n'arrive pas à faire face. Et en plus, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de deuil possible. Tu fais pas le deuil d'une planète qui existe encore et qui n'est pas morte. Tu fais pas le deuil de quelque chose qui est vivant. Il n'y a pas de rituel pour pleurer la terre-mère ou la dégradation de la nature. Et en plus, c'est mal vu de faire un deuil anticipé. Quand tu accompagnes quelqu'un qui n'est pas encore mort, et puis c'est un deuil qui n'est pas autorisé. De quel droit Et donc, du coup, ça complique la vie des gens. Et la seule façon de retrouver un peu une assise personnelle et se remettre en action, que seule l'action délivre de la mort, c'est faire ce que fait Norbert, c'est faire ce que fait Eric, c'est faire ce que fait
à Yodélé, c'est ce que tu fais, toi, Grégory, avec Sorry Children, c'est tu te mets en mouvement, tu te mets à bouger et tu essaies de convaincre un maximum de gens parce que c'est par le sens et c'est en étant congruent, c'est-à-dire en accord avec ses valeurs, qu'on arrive à devenir quelqu'un qui se sent bien dans sa vie et dans ce qu'il fait. Et je crois que tout ce travail d'accompagnement, c'est vachement important. C'est pour ça, moi, des gens comme Norbert, comme Ayodele, mais des gens qui font réfléchir les gens et qui les permettent de construire du sens, je vous applaudis tout le temps à demain parce que vous êtes des gens merveilleux. Bon, on essaye, hein, après. Vraiment. Moi, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci. Moi, je voudrais ajouter un petit truc à ce que tu disais, Loïc, c'est que en plus du deuil de la planète, de nos conditions d'existence, de la société telle qu'on la connaît, ce qui va être difficile à mon avis, c'est que les gens vont devoir faire le deuil de leur identité précédente. C'est-à-dire quand tu as cru toute ta vie que le but c'était d'avoir un 4x4, un pavillon de banlieue, d'aller travailler comme un connard dans ta compagnie de trucs financiers et machin, un jour tu te rends compte que non seulement tu dois aller vers autre chose, mais qu'en plus tout ce que tu as été, tout ce en quoi tu as cru pendant toute ta vie, c'est de la merde. Et ça, c'est vachement compliqué. C'est même pas une histoire de deuil de mort, c'est une histoire de dissolution, je sais pas comment dire, de ton essence propre. Enfin, ça me semble être quelque chose de... Et ça m'étonne pas que les gens reculent, ça m'étonne pas que plein de gens disent « Ouh là là, ton effondrement, je veux pas en entendre parler. Tes histoires de décroissance, tes histoires de partage, de machin, de solidarité, ne m'en parle pas, je ne veux pas le savoir. » Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Eric, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, dans les enquêtes, on a eu pas mal de gens qui avaient fait un burn-out. C'est-à-dire une crise de sens, en se disant j'ai un bullshit job, j'ai un boulot de merde qui sert à rien, qui n'a aucune utilité sociale, ma vie elle rime à rien entre guillemets. En plus je détruis la planète avec mon idéal à la con. Et ce qui nous a vachement surpris, c'est cette recherche de sens. On a 50% des gens qui passent dans ces circuits-là qui cherchent une nouvelle philosophie de vie ou une nouvelle spiritualité. Ça questionne quand même sur notre rapport, sur le sens pour nos sociétés. Moi, j'ai pas à les juger. Je veux dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est ce qu'on observe. Tu sais, c'est Spinoza, c'est un peu la référence du groupe La Collapse Heureuse. C'est ni rire, ni pleurer, ni détester, ne pas juger, mais comprendre, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu comprends les gens et quand tu comprends leur ressort, t'es plus en colère, tu juges plus et c'est plus facile d'accepter les gens. Mais par contre, moi, des métanoïas, j'en vois plein. C'est-à-dire des gens, cadres dynamiques, etc., qui se rendent compte qu'en fait, ils ont créé un système de merde. On en observe un sacré nombre. Est-ce qu'ils seront suffisamment nombreux pour changer le rapport des forces? Je sais pas. Mais par contre, c'était un peu ma question de tout à l'heure, c'est est-ce qu'effectivement, à un moment, on va arriver, grâce à la crise du Covid ou à d'autres choses, à devenir cette fameuse, ce nombre, un nombre suffisant pour faire basculer la société, quoi. Pour faire basculer les élections, pour faire basculer les rapports de force. Parce que, en fait, la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on va être suffisamment nombreux à un moment pour que le truc, il penche de l'autre côté? Je crois que ça implique un changement quand même de valeur un peu. Donc, ce changement de valeur, il doit être, il va en falloir d'autres un peu des traumatismes. Ce dont on parle, on parle de déni, de deuil qui peut pas se faire, etc. Enfin, c'est surtout on ne veut pas accepter de vivre avec une donnée qu'on sait exister, quoi, qu'on sait vrai en fait. C'est-à-dire d'être dans un système qui n'est pas équilibré en fait, et qui du coup s'effondrerait, voilà, et qui aurait une fin. Bon. Alors bon, on fait pareil avec la mort. La mort, on refuse souvent de vivre avec, alors même qu'elle fait partie de la vie. Enfin voilà, et que la vie, elle a une fin, quoi. Bon, voilà, ça fait partie. Mais c'est un truc sur lequel on lutte. Et à chaque fois qu'on se prend comme ça quelque chose face auquel on lutte, c'est des petits traumatismes, quoi. Il en faut plusieurs des traumatismes pour que on les accepte. Et en même temps, là, c'est une vraie remise en cause assez profonde parce que on est dans une idéologie du bien-être individuel. On est vraiment, mais individuel.
Hein, c'est depuis 15-20 ans, là, c'est le coaching à fond, le truc, ouais. Comment toi t'es bien, comment tu vas pouvoir faire des équilibres, voilà. Là, en plein confinement, ça fait, voilà, je vais pouvoir faire du yoga, du petit suivi individuel, du truc à distance, voilà. Puis ça va aller, je vais me sentir bien. Puis merde, je me rends compte que ça marche pas, je me sens pas bien. Alors que, pourtant, je cause toutes les cages et je fais tous les bons trucs. Donc, il y a une remise en question quand même, je veux dire, globale, quoi, de cette idée-là d'un bien-être, d'un bonheur individuel. Alors que moi, je pense qu'il n'existe pas. En fait, je pense que seul on n'existe pas. Donc, un bonheur individuel, ça me paraît un peu paradoxal parce que c'est l'individualisme qui finalement nous fait souffrir. Voilà. Et que si à un moment donné, on se dit, ben non, le bonheur, il est collectif. Le bonheur, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Bah là, on se dit, ah ouais, tiens, en fait, c'est là que je vais aller chercher, quoi. Là, je vais peut-être vraiment. Donc, c'est peut-être pas par rapport à ce que tu dis, que le moment où ça basculerait, j'allais dire, va falloir beaucoup de temps et puis il va falloir beaucoup de traumatisme pour qu'on se rende compte un peu de ça et qu'on remette en question ce truc-là d'un bonheur individuel, d'un bien-être individuel. Mais moi, du coup, par rapport à ça, je me dis, et Loïc, du coup, parce que j'avais jamais réfléchi à cette manière d'évaluer les choses, mais je me dis que quelque part, l'idée, c'est d'avoir des arguments qui vont faire aussi que, à la fois, on arrive à travailler et à faire comprendre un peu, à générer une prise de conscience dans la population. Mais l'idée aussi, c'est de faire en sorte que les décisionnaires, que les gouvernants, que les politiques puissent l'entendre aussi. Donc, quelque part, avoir ces données économiques. Et les publicitaires, n'oublions jamais les publicitaires. Publicitaires, mais en fait, on va dire tout ce milieu économique, quoi. De se dire, on leur donne, plus on a de métriques, comme dit Loïc, qui montrent que c'est important et que quelque part, t'investis et tu t'investis sur le social, t'investis sur du bien-être, pas qu'individuel mais collectif au sein d'une ville, au sein d'un quartier, etc. Et plus on aura peut-être des billes aussi pour faire basculer les choses, parce que je me dis finalement là c'est vrai, et puis je regarde un peu les questions, j'anticipe peut-être une ou deux questions, mais c'est vrai que là on est beaucoup, moi en tout cas je suis beaucoup au niveau de la population. Et quand après, il faut argumenter pour dire pourquoi est-ce qu'il ne faut pas couper dans tel budget, c'est toujours difficile parce que c'est un rapport économique, parce qu'il faut des chiffres et que derrière, on s'attend à une espèce de dissertation sur donne-moi des contre-arguments chiffrés qui permettent de dire ton idée, elle est géniale. Et là, je me dis qu'avec ces initiatives-là, ces données-là, cette manière de mettre en avant certains points, ça permettrait de dire à la fois au niveau de la population, de parler au niveau de la population, mais aussi au niveau des politiques, qu'importe le bord en fait, et de demander qu'à chaque politique quelque part de demander un engagement aussi, parce qu'on aura des billes et auxquelles ils pourront pas, qui pourront pas nier en fait. Je pense que c'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, on parle, on dit le bien-être. C'est pareil en entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui vous disent c'est important le bien-être de mes employés. Mais concrètement, on sait très bien que c'est au bonheur la chance par moment. Et là, c'est de dire on a des éléments chiffrés, qu'on ne peut pas nier et avec lesquels vous devez vous devez les prendre, en tenir compte. Et je pense que ça, c'est une approche peut-être, moi je dis clairement différente de celle que j'ai aujourd'hui, mais qui pourrait être complémentaire. C'est pas peut-être Loïc, toi tu peux nous en dire, parce que pour moi ça fait écho aux mesures un peu d'impact social et comment on peut mesurer, et puis peut-être de chercher quelque chose qui ferait qu'à un moment donné on mesurerait l'impact social de telle action ou de telle production, pourquoi pas, ou voilà, et de se dire tiens, on fixerait un coût non pas en fonction de la marge qu'on pourrait en dégager, mais en fonction de son impact social. C'est-à-dire que si l'impact social il est nul, voire négatif, ça va coûter cher. Et puis si l'impact social est positif, au contraire, là ça a de la valeur. Alors, moi je suis pas du tout économiste. Ouais, non, mais justement, moi je suis à votre service en fait. Moi je considère que mon taf, c'est de rendre possible vos rêves, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu as envie de faire du social, des trucs, etc. Et moi, mon taf, c'est de dire, OK, on va voir comment on se démerde pour le financer.
c'est d'être inventif. Alors, il y a plein de choses. Déjà, on peut évaluer les impacts sur la nature, sur la pollution, etc. Il y a des méthodes d'évaluation de la nature aujourd'hui qui existent en économie. La méthode TEP, par exemple. En comptabilité, il y a des méthodes, la méthode MGV, par exemple, qui permet d'intégrer le lien social, la création de valeurs humaines. Et moi, je crois beaucoup. Alors, si tu veux, moi, la façon dont je perçois mon taf, c'est premièrement sociologie de la traduction. On parle tous une langue différente. On l'a bien vu, Norbert, Ayodele, Eric, tous, on a tous notre propre langage avec nos propres mots. Et pas tout à fait. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on dit les mêmes choses, qu'on parle des mêmes choses. Donc, il va falloir apprendre à s'apprivoiser. Puis après, il va falloir apprendre à avoir du langage commun. Et moi, quand je discute avec un élu, un économiste, en fait, je lui parle la langue qu'il connaît, parce que sinon, il est incapable de comprendre ce que je lui raconte. Et il y a plein d'indicateurs possibles. Je veux dire, quand tu fais reculer la délinquance, quand tu fais reculer dans un quartier, quand tu fais augmenter la participation sociale, la participation aux associations, quand tu augmentes l'emploi avec des territoires zéro chômeur, etc., tu crées du lien social. Et en fait, ça se mesure dans du bonheur et du bien-être. En n'étant pas dupe que le mec qui crée l'indicateur chiffré, il a le pouvoir. Parce que dans l'indicateur chiffré, tu mets ce que tu veux. Donc, pour moi, les indicateurs chiffrés doivent faire l'objet d'un débat politique. C'est pas à moi à décider. Tu vois ce que je veux dire, Norbert? Tu me parles de lien social et moi, je crois que ton boulot a une importance fondamentale. Si moi, j'arrive en tant qu'expert en te disant, je vais mettre ça dans l'indicateur, je peux potentiellement te baiser la gueule. Si on ne discute pas et si on ne dialogue pas démocratiquement de ce qu'on met derrière comme indicateur, si on n'a pas une sociologie politique de l'indicateur, on va retomber dans les travers de jeux de pouvoir entre l'élite qui vit bien. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a marqué, il y a une étude récente. Il y a une jolie boutade qui dit que si les chiffres ne montent pas, en revanche, les menteurs chiffrent. Ouais. Et je trouve que ça illustre assez bien ce que tu dis. Ouais. Et puis en plus, il y a une autre blague que j'aime bien aussi, c'est les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut c'est comme les êtres humains, on peut leur faire dire ce que l'on veut à condition de les torturer suffisamment. Voilà. En même temps, par rapport à ce que tu dis, c'était d'adapter son discours aussi par exemple, nos financeurs, quoi, puis à nos financeurs. Parce que dans ce dialogue on a un dialogue avec les financeurs, avec tous les organismes voilà, et sur nous, dans le travail social, globalement, dans tous les métiers un peu du lien, on a eu du mal à quantifier, on doit aussi reconnaître ça, on a eu du mal à traiter de nos propres indicateurs, etc. Et face du coup à nos autorités de tarification, on se fait un peu avoir aussi. On se fait un peu avoir parce qu'on leur laisse la main, on leur donne la main, parce que nous on n'arrive pas avec des indicateurs qu'on a déjà pensés pour pouvoir justement alimenter ce débat là dont tu parles. Voilà. Et aujourd'hui le pouvoir il est un peu confisqué parce qu'on leur laisse aussi qu'à eux la capacité de construire ces indicateurs. Enfin, moi, d'accord. Moi, Norbert, moi, j'ai besoin de toi, en fait. Tu connais ton J'ai besoin de toi, lui. D'accord. Non, mais on va continuer l'échange. Mais moi, en plus, je suis payé avec vos impôts pour faire ça. Non, mais je suis payé avec les impôts des gens pour essayer de réfléchir à ça, collectivement. Mais moi, je suis sûr que vous avez une puissance énorme. Vous ne mesurez pas votre capacité de conviction et de capacité à... Moi, je l'ai vu dans des territoires. Souvent, l'obtention de moyens dépend viscéralement de la personne qui est capable de transformer ses objectifs à lui en objectifs qui soient vendables pour les politiques, à son corps électoral, en gros. Merci bien à vous tous. On va prendre quelques questions des gens et ensuite je vous demanderai de conclure avec les deux questions que je vous avais déjà envoyées. Je reviens, à tout de suite. Et je laisse Pierre prendre les questions. Oui, alors si les personnes qui nous suivent, si vous voulez poser des questions, il y a un petit module sur la droite questions. Vous pouvez passer par là et on essaiera de répondre à un maximum de questions dans le temps qui nous reste. Donc il y a Sylvie qui a posé plusieurs questions concernant les décideurs. Donc, vous avez déjà répondu en partie à ça, mais je vais quand même tout vous relire et puis vous pourrez piquer. Il y a plus.
Donc elle dit, au-delà des actions de terrain multiples et riches, comment imaginez-vous que l'on puisse ébranler les décideurs éloignés de la base? Comment rééquilibrer les pouvoirs? Et une question complémentaire qu'elle pose, c'est quel nouveau modèle de gestion faudrait-il instaurer pour espérer évoluer? Donc si l'un d'entre vous veut se lancer sur ce qui l'inspire dans toutes ces questions-là. Moi, je veux bien amener une réflexion qui est le fruit de mon travail là-dessus, qui est l'instauration d'un rapport de force. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais cette idée que les choses vont changer juste parce qu'elles doivent changer, pour moi, ne tient pas. Et le rapport que j'établis entre mon travail sur la colère et la politique, c'est qu'à un moment, il faut que les citoyens ne se leurrent pas. Si on veut faire bouger les choses, nous avons en face de nous des gens qui cherchent à les maintenir telles quelles. Il va falloir arriver à les faire bouger. Les faire bouger comment? Je ne sais pas. En votant, en allant convaincre les gens dans les quartiers, en agissant, en s'inscrivant à des associations. Mais en tout cas, il me paraît fondamental d'établir un rapport de force. Et je trouve que le mot rapport de force, on n'entend pas suffisamment souvent. On a des gens en face de nous qui ont une force. Et cette force-là, il va falloir aller contre à un moment donné. Et j'ai fermé le point d'ailleurs, voilà, de façon démocratique. Hein. Mais si on oublie ça, à mon avis, on a perdu. Du coup, je suis d'accord aussi. Et je pense que comme disait du coup Loïc, parler le même langage. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on ne parle pas le même langage et qu'on n'apporte pas du coup des contre-arguments avec des choses qui leur parlent. Et je me dis que justement, ce rapport de force, si on a des éléments comme celui-là, ça peut permettre justement que déjà on comprenne mieux et qu'on soit moins dupe sur les décisions qui sont prises de façon politique sur les choix budgétaires. Et ça permettra aussi de faire peut-être adhérer plus les gens autour de quoi, des quartiers, d'une ville, d'un arrondissement, pour justement après aller voter. Aller voter pour ceux qui sont capables aussi de porter ces propositions-là et ces idées-là. Il y a un rapport de force verbal, d'une certaine façon. Oui. Ouais. Ah oui, il y a moi, je voudrais insister là-dessus sur il y a les dominants du langage et les dominés. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué là dans une étude sur l'effondrement qui a été fait par l'IFOP et la Fondation Jaurès. En gros, plus vous êtes aux marges de l'échiquier politique, plus vous êtes déclassé socialement, parce qu'en fait, il y a une grosse corrélation entre le fait que vous en prenez plein la gueule économiquement et le fait de voter plutôt France Insoumise ou Rassemblement National. Et en gros, plus vous êtes déclassé socialement, plus vous croyez aux théories de l'effondrement, parce que vous les vivez déjà concrètement dans votre vie. Et il y a une conflictualité dans la société, c'est-à-dire les intérêts ne sont pas les mêmes des uns et des autres. Quand je mets du pognon dans le Grand Théâtre à Albi ou dans le centre-ville, etc., je le mets pas dans les quartiers. Et à un moment donné, le rapport de force dépend de trois choses. C'est combien je pèse électoralement, est-ce que je suis capable de me mobiliser et de faire corps électoralement, et est-ce que je suis capable de parler le langage qui soit audible par ces élus et qui me permettra de défendre mes intérêts. Mais effectivement, le côté du en même temps ou du bisounours, il n'y a pas de lutte des classes, il y a des intérêts contradictoires. Si je file des pognons à des décideurs, je le file pas à des ouvriers. Donc, à un moment donné, il faut savoir quel est le gâteau qu'on construit et qui c'est qui tient le couteau pour découper les parts. Non, la question, elle me renvoie, enfin, c'était très en écho avec ce qu'on disait juste avant, là, enfin, par rapport au fait de parler le même langage, et de traduire un peu aussi les actions aussi en données chiffrées, parce que on nous répond souvent par des chiffres et qu'il faut aussi qu'on chiffre, qu'on construise des indicateurs, etc. Donc déjà aussi peut-être de se faire entendre comme ça. Et après, c'est la question des invisibles que j'ai évoqué aussi tout à l'heure. C'est là, la crise, elle donne à voir beaucoup de ces invisibles, parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin. Et en même temps, la question du coup, c'est aussi comment on va faire en sorte après la crise de pas redevenir des invisibles. Et parce que ça arrange tout le monde finalement qu'on soit invisible. Voilà. Et ça, j'ai pas forcément la réponse. Il y a des actions, il y a ben voilà. Enfin, je sais pas, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, il va falloir être vigilant à ça peut-être.
C'est sûr, c'est sûr. Pour moi, entre financer une start-up à la con pour moi, financer une start-up à la con ou du CICE qui coûte un pognon de dingue et qui crée aucun emploi et qui sauve même pas forcément l'industrie. C'est-à-dire que et toi, j'ai vite choisi. En fait, moi, ce que je revendique depuis des années et des années, c'est que toute décision publique soit l'objet d'une évaluation contradictoire, un peu comme le Haut Commissariat au climat. Où on pose les trucs avec des experts, avec des débats contradictoires, et que tout soit évalué pour que le citoyen lambda puisse se défendre. Moi, j'ai un souvenir très très fort. Ma mère était femme de ménage et elle était administratrice de la MSAD et c'est moi qui lui lisais les bilans comptables pour pouvoir poser des questions pour le collège ouvrier pour se défendre contre les patrons. Et c'est très fort parce que du coup, j'avais une utilité sociale. Parce que je rendais visible des chiffres et donc le combat était plus loyal. Ça marche, merci. Je suis d'accord. Du coup, par rapport à l'idée du rapport de force, Mathias, en fait, se demander si le problème n'était pas avant tout que les gens refusent de voir la vérité qui blesse plutôt que de l'accepter et agir, vivre avec. Et donc, ça pose la question de finalement comment on va leur... avant de les convaincre, avant de les convaincre d'agir, c'est comment on va les convaincre d'accepter et d'agir avec cette idée-là. Je crois que ça fait plutôt écho au déni, la question du déni qu'on avait aussi évoqué tout à l'heure. Ouais, clairement. Nous, on traite de ça dans le bouquin, mais il va falloir attendre la fin du confinement parce qu'il n'est pas sorti. Mais moi aussi, j'en ai un exemplaire là. Voilà, j'en ai un exemplaire. Mais il faudra attendre la fin du confinement. On n'a pas très bien vu. Tu peux le mettre plus doucement. Vous le voyez, c'est bon? Ouais. Il faudra attendre la fin du confinement. Les gens finissent... Moi, c'est une question d'être adulte. Être adulte, c'est voir le monde tel qu'il est et pas tel que je le voudrais. Et de toute façon, il faut voir la misère, sinon on finit par nous sauter à la gueule. C'est le fameux poème de Prévert, La grasse matinée. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf sur le comptoir d'été. Il est terrible dans la mémoire de l'homme qui a faim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne voit pas ces choses-là, elle va nous péter à la gueule. Et que l'on soit pauvre ou riche. Moi, j'irais même un peu plus loin. Je sais même pas si c'est conscient en fait de refuser de voir la vérité. Je pense qu'on est aussi parfois conditionné par ce qu'on vit, par notre milieu, par les problématiques du quotidien, et ce qui fait que les gens se posent même pas la question. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a comme je disais, en parler, démystifier aussi les choses, montrer que ça concerne tout le monde, pour que les gens se sentent pas finalement illégitimes à l'idée de se poser des questions sur la pollution, sur l'impact que la crise peut avoir sur eux, parce que finalement, moi je parle il y a les classes, etc. Mais l'idée c'est de se dire que c'est pas parce que on a peu ou beaucoup qu'on n'a pas le droit de se poser ces questions-là et qu'on n'a pas le droit finalement d'être insatisfait de ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre parce que ce qu'ils ont, ça suffit. Et moi, je considère que c'est pas de se plaindre, en fait, c'est juste d'en avoir conscience et de dire que c'est un droit aussi parce que les décisionnaires, c'est nous qui les élisons, enfin on vote, et donc il faut qu'ils prennent aussi en compte nos besoins et qui nous protègent aussi à hauteur de ce qui est possible et ce qui doit être fait. Ce que tu as dit sur la légitimité, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément et sur lequel je me bats tout le temps. J'ai conscience que je suis un manipulateur de symboles dans le sens où je parle bien, je sais m'exprimer, etc. Mais je fais toujours très attention à ce que tout le monde puisse s'exprimer et de me mettre au service des gens qui ont le sentiment de... Et souvent, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a fait la part des choses entre la qualité de l'expression et la profondeur de ce qui est dit, souvent la profondeur est énorme. Et ces gens-là doivent être écoutés parce qu'ils ont quelque chose à nous dire de la vie. C'est aussi,
par rapport à ce qu'on dit, par rapport à l'éducation, moi je crois beaucoup au fait de vivre des expériences en fait. Dans notre travail, c'est pareil avec le sport, c'en est une magnifique. On se rend compte là, sur le fonctionnement du cerveau à travers des pratiques sportives, on active des zones du cerveau qui sont des mêmes zones que, je sais pas, l'apprentissage des maths, quoi. Et nous, on travaille beaucoup sur ces questions-là là, avec les adolescents. Et ce que je dis, voilà, il faut vivre des expériences. Quand on va dire à quelqu'un, mais ça c'est bien, ça c'est mal, ou ça voilà, vous pensez pas mieux que ça serait mieux comme ça, ou qu'est-ce que vous en pensez pas? J'ai l'impression que c'est plutôt de proposer une expérience, en fait, proposer une expérience de lien social, proposer une expérience de reconnexion à la nature, proposer une expérience de confrontation à la misère pour se voir, enfin voilà, le visage de l'autre, parce que c'est l'autre qu'on nomme migrant, qu'on nomme SDF, qu'on nomme, voilà, il a un visage, et du coup ce visage va me renvoyer à ma responsabilité au fait qu'il soit un être humain comme moi. Enfin, et il y a l'expérience, c'est pas du concept en fait. C'est vrai que sur le concept, sur l'idée, on peut se dire non, ça n'existe pas. Non, je veux pas le savoir. Et l'expérience, elle nous permet de dépasser tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont peut-être intéressantes, qui pourraient être intéressantes à porter de ce domaine d'expérience-là. Je pense au service civique ou des choses comme ça, qui d'ailleurs sont beaucoup dans le domaine de l'environnement, du lien social, etc. Ça, c'est assez intéressant. Il y a des choses là où pendant un an, on peut vivre quelque chose vraiment voilà, qui peut nous permettre de développer après une vraie capacité de résilience, voilà, parce qu'on aura accepté en fait ce qui compte. Moi, il y a une dernière chose que je voulais dire par rapport au déni. Je suis souvent assez frappé par le fait qu'on parle très très peu. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure d'interrompre Ayodele, c'est que c'est par rapport à la publicité. Aujourd'hui, on est, si on habite en ville, exposé à plusieurs milliers de messages publicitaires. Donc, ça peut être les logos, ça peut être les mains, tous les jours. Et donc, il est bien de se réapproprier la politique, il est bien d'avoir une réflexion sur soi-même, il est bien, comme le disait Loïc, de devenir adulte et tout ça. Mais en même temps, n'oublions pas qu'on a tous les jours une enclume sur la tête, notamment si on regarde la télé, si on écoute la radio, qui est que nous avons des centaines, des milliers de messages qui chaque jour nous envoient le même propos, à savoir soyez individualiste, achetez-vous une bagnole, consommez, jetez le nouveau portable, le ci, le ça, le machin, le bidule. Comment reste-t-il suffisamment de place dans nos pauvres petits cerveaux pour laisser du temps aux messages collectifs de solidarité, aux messages d'environnement, de sobriété, pour qu'ils arrivent à monter à la cervelle et qui participent à la fin de ce déni. Moi, je pense qu'il y aurait une clé assez facile pour les politiques, ce serait de faire un travail sur la publicité et sur la limitation de la publicité. Le temps de cerveau disponible. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ce travail-là sur la publicité? Bon, on pourrait la taxer tout simplement, ça permettrait de gagner du pognon. En plus, les publicitaires savent très bien que parfois ils sont obligés de faire des campagnes à plusieurs millions alors qu'ils pourraient se contenter de faire la même chose à 10 fois moins cher. S'il y en a un qui met 1 million sur la table, les autres sont obligés de mettre 1 million pour le contrer. En gros, pour faire dire les choses simplement, si Pepsi Cola décide de faire des tonnes de pubs, Coca-Cola est obligé de suivre, il pourra faire la même chose à beaucoup moins. On pourrait, à mon avis, assez facilement taxer la publicité et la diminuer. On pourrait aussi décider qu'on n'a plus qu'un spot de pub, mais alors après, ça pose la question de comment est-ce qu'on finance les chaînes, comment est-ce que... Je n'ai pas les réponses à tout ça, et là peut-être il faut s'adresser à l'économiste. La pub elle n'est pas que sur la télé en plus. Moi j'avais des images dans un quartier, j'étais éduc de rue, c'était il y a 20 ans, j'étais éduc de rue dans un quartier là à côté de Saint-Ouen, et des panneaux de publicité de lingerie au bad en plein milieu du quartier, et dans un truc, je sais pas comment on dit, mais je trouvais que c'était d'un voyeurisme. On parlait de la femme. Et on parlait de la femme, et puis à l'époque c'était il y a 20 ans, donc c'était le port du voile, vous vous souvenez de l'époque, le voile au lycée qui était interdit, etc. Et on parlait du coup quand même et moi je disais, mais alors dans ce cas-là on met quoi? Puis on met au bad au milieu. Et je trouvais ça, mais c'est d'un vulgaire pas possible, et c'était en plus par rapport à la condition de la femme quand même questionnant.
Je crois que sur la publicité, ouais, on peut aller loin. T'as raison. Hein, il y a quelque chose qui date pas d'hier et qui est vraiment choquant, quoi. C'est une très bonne idée parce que on n'y pense pas forcément, et c'est vrai que ça nous balance pas mal d'idées, d'images, et comme tu dis, il faut derrière après faire le tri, quoi. Ceux qui sont la télé, les médias, etc. Il reste pas forcément beaucoup de place pour derrière porter des sujets plus essentiels. Hein. Mais de faire des quotas, des quotas même on a fait des quotas sur la musique là quand on avait fait des quotas pour encourager l'industrie musicale française. Ouais, les lois de Jack Lang, ouais. Voilà, on avait fait ça. Il y a des choses qui peuvent s'appliquer de cet ordre-là qui sont pas du domaine de la censure. Parce que je me suis dit, oui, il faut être vigilant à ça. Faut quand même qu'il y ait une libre expression. Mais après, sur leur diffusion, la diffusion, justement, c'est une forme de censure. Parce que et surtout que la publicité, à la fin, c'est nous qui la payons. Ouais. C'est ça en plus. Et à la fin, c'est le consommateur qui la paye, la publicité. Donc, on se retrouve tous à payer des choses que, en plus, on n'a pas envie de payer, qui nous font chier, qui nous emmerdent, qui nous saturent. On est dans des espaces de saturation. Et je pense que déjà, si on pouvait arriver à réduire ce poids, ce sac à dos qu'on porte tous, ça pourrait déjà vachement nous ouvrir les chakras, quoi. Je te sens en colère sur la pub. Je te sens en colère. Ouais. Loïc? Ouais, il y a une remarque qui a été pertinente. Effectivement, la ville de Grenoble a banni quasiment la pub de son espace public. Et il y avait une remarque dans le fil sur l'urbanisme, effectivement, où aujourd'hui il y a une vraie question à repenser les villes, à repenser les territoires, à repenser les supermarchés, l'alimentation. Comment on se nourrit, où est-ce qu'on va chercher la nourriture, c'est quoi une ceinture verte autour d'une ville. Moi, j'avais fait un petit article qui s'appelait « Quand l'économie s'écoute, le géographe il redevient modeste ». Parce qu'en fait, une fois qu'on reterritorialise les choses, une fois qu'on se rend compte qu'il faut des ressources, qu'il faut des lieux, qu'il faut des déplacements, des flux, l'économie, on s'aperçoit qu'elle est moins importante. La géographie et l'urbanisme, ça permet de créer du lien, des rencontres, des espaces où les gens échangent. Mais la pub, je suis d'accord parce que, mais là, tu vois, on te dit ouais, mais il y a moins de consommation, et on en revient mentalement à l'idée que s'il y a moins de consommation, il y a moins d'impôts, donc de possibilités de financer. Et c'est pour ça que j'ai introduit mes propos là-dessus. C'est-à-dire que je veux que les gens comprennent bien que le mécanisme pervers actuel fait qu'on a le sentiment que consommation égale impôt, qui permettront de financer la solidarité. Et tant qu'on sortira pas de ça, on ne pourra pas penser à autre chose. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un domaine que je connais pas suffisamment pour m'étendre là-dessus. Mais en plus, moins de publicité ne veut pas forcément dire moins de consommation. Ouais, en plus. C'est-à-dire que tu pourrais vendre autant de téléphones portables en faisant 2 fois moins de pub. Ouais. C'est ça, voire 3 fois moins. Ogilvy, un des grands patrons de la publicité mondiale, il avait dit « Je sais que la moitié des budgets que je mets dans la publicité ne servent à rien. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. » Donc les publicitaires savent très bien que quand ils veulent vendre un produit, il faut qu'ils saturent l'espace. Si on réduit l'espace, ils le satureront de la même façon, mais ce sera un espace beaucoup plus petit. Et s'il faut, ils en vendront autant. Moi, je pense qu'il faut réduire la consommation dans tous les cas. Mais déjà, juste réduire la pub, ça peut être pas mal. Ouais. Alors, on avait une dernière question, si vous avez encore un petit peu de temps. Julia qui demandait par rapport au fait que nous, on a, en tant que citoyens, on a très peu de poids. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de développer un nouveau modèle de gouvernance qui allierait de façon égalitaire des politiques et des citoyens, qui auraient donc le même poids décisionnaire que les politiques? Oui. Moi, à Albi, on avait fait venir un monsieur qui s'appelle Christian Léritte, qui est l'ancien directeur de la Commission nationale du débat public. Il est passionnant comme garçon, et en fait, il avait une démarche que je trouvais géniale sur la décision publique. Il mettait des citoyens. Face aux citoyens, il leur mettait des experts pour et contre. Ils n'avaient pas le droit de les manipuler. Ils devaient juste présenter les avantages et les inconvénients de chaque projet. Les citoyens se prononçaient et les élus entérinaient puisque c'était leur rôle. Et en fait, il y avait une distribution du pouvoir et de l'information qui fait que les projets étaient bien plus qualitatifs. Donc, c'est faisable. Après, pour peu qu'on ait un tout petit peu d'argent, et c'est aussi la responsabilité des gens qui gagnent un peu plus,
on peut réorienter la consommation. On a un énorme pouvoir en tant que citoyen. Je peux acheter dans mon AMAP, dans mon maraîcher local, et j'ai quand même la moitié du PIB, c'est de la consommation finale. Et à travers notre consommation finale, on fait des choix. Et on indique des choix. Si j'arrête d'acheter un certain nombre de produits, ils se vendent parce qu'on les achète, quoi. Dans les conseils que tu évoques, un petit peu de tirage au sort aussi, non? Pour pas que ce soit confisqué non plus par certains. C'est toute la question du tirage au sort et du rôle de l'expertise. Moi, je défends le rôle de l'expert. Aujourd'hui, l'expert a mauvaise presse parce que le problème, c'est que l'expert, il est sorti de son rôle. Son rôle, c'est d'éclairer le débat, mais c'est pas de trancher à la place de la démocratie. Le tirage au sort, ça dépend. Si quelqu'un est tiré au sort, il en a pas envie, il en a pas envie. Mais globalement, ça marche bien. Quand tu vois le tirage au sort du Haut Commissariat au climat, ce qu'ils ont sorti, c'est probablement le document politique sur les choses et les actions à entreprendre le plus intelligent qui a été fait depuis 20 ans. Et Christian Leyrig nous racontait que quand il avait fait un travail sur l'enfouissement ultime des déchets nucléaires par des citoyens sur 4 week-ends, le président de l'époque de la Commission nationale de la sécurité nucléaire lui disait que c'était le document le plus intelligent en 10 pages qu'il ait jamais lu et qu'il était bien meilleur que ce qu'auraient pu produire des experts. Donc moi, je crois à la capacité des citoyens de prendre des bonnes décisions pour peu qu'on leur donne suffisamment d'informations intelligibles pour prendre des décisions. Et ça veut dire ne pas manipuler, ne pas jouer sur la démagogie. On ne pourra pas financer, par exemple. Arrêtez de croire qu'on avec les cours d'assises, donc pourquoi ça fonctionnerait bien, ça fonctionne très bien. Si on considère que les citoyens sont bons pour juger de savoir si un criminel va aller en tôle toute sa vie ou s'il va être innocenté. Mais c'est vrai qu'avec des experts aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une formation, une sorte de formation pour avoir à un moment donné être éclairé dans sa décision quand même. Tu vois, mais Norbert, sur ton expertise, c'est-à-dire sur l'accompagnement du gamin qui est en rupture familiale, etc., qui est accueilli dans des structures, si à un moment donné, j'ai pas une expertise qui m'est donnée sur ce qu'on peut faire, sur le champ des possibles, etc., je vais raconter n'importe quoi, je sais pas. Et sur le sport de haut niveau, c'est exactement pareil à Yodélé. Si tu me donnes pas des arguments, après, moi, je peux les transformer en chiffres, en indicateurs, etc. Mais a priori, je maîtrise pas ton champ d'expertise. Mon rôle, d'expert, c'est de rendre possible un dialogue avec tout le monde. En gros. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Merci beaucoup. On va arriver à la fin de la session. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je vais vous poser une toute dernière question, mes chers participants. Qu'est-ce que vous conseillez comme œuvre, c'est-à-dire un livre, un film, un documentaire, une série, en période de confinement, et quelle action le plus concrète possible vous recommandez de nouvelle action ou d'arrêter quelque chose après le confinement pour rentrer et vraiment dans le concret, dans la mesure du possible? Qui veut commencer? Ayodélé, tu veux commencer peut-être? Alors moi, j'adore Americana. Je sais pas si vous l'avez lu, mais je trouve que c'est très bien écrit. Et moi, je suis d'origine nigériane et je pense que pour pas mal de jeunes dont les parents sont d'immigration, c'est un livre qui peut un peu raconter les difficultés qu'ils ont pu avoir à l'époque où ils sont arrivés et je pense que c'est intéressant derrière d'avoir peut-être un jugement moins fort sur le parcours des uns et des autres. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal. Et après, quelle action moi, je dirais arrêter de regarder la télé. Parfait. Voilà. Moins de télé. Moins de télé, plus de lecture, d'experts, de spécialistes. Vraiment se documenter soi-même, se faire son avis et pas passer son temps à s'abrutir de news un peu sensationnelles qui sont à la fois déprimantes et qui nous apprennent pas grand-chose en fait. Voilà. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup Ayodélé. Norbert? Ouais.
Je dirais l'ordre du contre-vente d'Amasio, parce qu'on a parlé beaucoup du lien et que voilà, de l'interdépendance, voilà. Enfin, moi, ça a été vraiment magistral. Et aussi juste la pensée de Lévinas. Parce que j'ai découvert ça, voilà. Et alors, j'ai pas forcément un ouvrage à conseiller. Moi, j'ai lu des choses, des philosophes sur Lévinas, des extraits sur Lévinas. Je trouve sur l'éthique de responsabilité, sur ce qu'il dit sur le visage, etc. C'est quand on parle du lien et de l'humain, bah c'est fabuleux, fabuleux. Voilà. Et puis la décision après, bah là, on a parlé finalement beaucoup de ne plus être des consommateurs en fait, qu'on était au-delà, on n'était pas que des consommateurs. Et du coup, bah quand on achète des choses, voilà, faire gaffe à ce qu'on achète, acheter à des circuits courts, quoi, voilà, privilégier vraiment le circuit court. D'accord, ça marche. Merci beaucoup Norbert. Loïc, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors Lévinas, Dieu, la mort et le temps, c'est un super bouquin, mais c'est vrai que le visage de l'autre m'engage. Je suis super d'accord avec toi Norbert. Une fois que j'ai souri à quelqu'un, je peux plus faire comme s'il n'existait pas, et c'est pour ça que j'essaie tout le temps de regarder les gens dans les yeux pour dire voilà, je t'ai vu, un peu comme mais à ce moment je lis sans blague drôle à lire aux toilettes. Plus sérieusement, t'es confiné dans tes toilettes? Ouais, voilà, non, plus sérieusement, parce que je passe beaucoup de temps à lire en fait. Plus sérieusement, le bouquin qui me tient à cœur, moi, c'est La Grande Transformation de Karl Polanyi. C'est un bouquin qui explique que l'économie, elle est forcément encastrée dans le social et qu'elle ne peut pas se départir du social. Et après, ce que je dois faire, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, appelez-les, prenez du lien, prenez du temps pour appeler les gens que vous aimez. Et si vous avez des personnes âgées autour de vous, allez les voir et éventuellement, faites leurs 3 courses pour leur faciliter la vie. Et on leur refile le Covid ou on le garde? Hein? On leur refile le Covid ou on le garde? Tu recommandes quoi? Il y a des façons. Nous, on a une machine, donc on a bricolé des masques et puis tu peux te poser devant le palier et rester à distance. D'accord, allez, ça marche. Bon, on a perdu Eric et de le faire revenir, mais il revient pas. Peut-être qu'il va revenir. Sinon, on mettra sa meilleure action et son œuvre dans la vidéo qu'on mettra ce soir ou demain matin sur YouTube. Merci beaucoup à tous. Merci à nos chers 4 participants. C'était super intéressant. On pourrait en parler des heures et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire à nouveau. Merci. Bonne soirée à tous. Loïc, tu ne t'oublies pas, moi j'ai besoin de tes conseils. Hein, ouais. On va demander à Greg. Moi je vais demander à Greg, je me permettrai de te contacter aussi. Ça marche. Merci. Tu vas avoir un peu de taf, Loïc. C'est bien. J'en ai pas. Super. Allez, Eric. Voilà Eric. Eric est de retour. Vous m'entendez? Oui. On t'entend. Ouais. Eric. Ah oui, j'ai ma connexion qui est en train de, je sais pas, mon ordinateur, il y a de la fumée qui sort et tout. Moi, sur les bouquins, je sais pas trop, je suis toujours emmerdé pour concilier des trucs. Je viens de finir ça. Petit traité du jardin punk, ça a l'air sympa ça. Voilà, ça parle de comment faire un jardin. En ce moment, je suis très branché sur les arbres. Je viens de finir La vie secrète des arbres. C'était génial. Mais je suis en général pas très très fort en conseil de lecture. Sinon, pour ce qui concerne, qu'est-ce qu'on fait? C'était bien ça la question. Ouais. Et j'ai envie de dire très simplement, il y a déjà des tonnes et des tonnes et des tonnes d'associations qui existent. Si on veut pas se bouger le cul, on peut leur donner un peu de pognon. Si on veut se bouger le cul, c'est hyper facile, ils demandent que ça. Il suffit. Ah. Et là, il a explosé l'ordinateur. Tu l'appelleras pour savoir comment il va. Donc, on peut donner un peu de pognon à Eric qui fait ton ordinateur. Non, alors, il m'en avait parlé déjà un petit peu, donc c'est ça, je pense. Si je ne vois pas trop ce qu'il dit, c'est en effet s'engager dans des mouvements, dans des collectifs qui existent déjà, soit avec de l'argent, soit avec du temps, rejoindre des choses, voire créer un collectif. Ça demande plus d'énergie, plus de temps, mais je pense que le gros de son action, c'était aller vers du collectif.
Et ce qui conclut bien sur le thème de notre session. Donc, c'est parfait. Loïc, tu voulais ajouter quelque chose? Rien, juste à dire à Pierre, Grégory, Norbert et Adrien, vous êtes des belles personnes. Continuez, vous donnez la patate. Ça fait chaud. Eh ben, Merci à toi. Toi aussi. Merci. Merci. Tranquille. Allez, tranquille. Merci Merci bien. beaucoup. merci à vous. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci. Salut. Allez. Ciao.